Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Pour cet épisode consacré à la défense identitaire, l'invité spécial d'Éric Morillo est un champion de MMA. Son site hugo2.com affiche fièrement, fort d'un palmarès de 5 victoires pour une seule défaite, Hugo s'est illustré dans plusieurs compétitions européennes où il a livré des combats particulièrement remarqués pour leur intensité et leur technicité. Sa vocation pour les arts martiaux lui est venue très tôt avec la pratique du judo de 6 à 17 ans. Par la suite, il s'est ouvert à différentes formes de boxe pied-point, notamment le Muay Thai, qu'il a pratiqué en Thaïlande pendant 6 mois en 2017. Avec le Covid, il s'installe à Varsovie et fonde la Nemesis Pro Team, un centre d'entraînement dédié à l'excellence et au perfectionnement des combattants. Ce boxeur enraciné a su mener de concert la pratique sportive de haut niveau et des études de droit et de sciences politiques. N'allez pas croire que c'est un cogneur sans âme, bien au contraire, et c'est même un champion du combat identitaire qui place son engagement au-dessus de tout. Il écrit sur son compte Instagram « Je suis identitaire, catholique, patriote, nationaliste et je ne me renierai pour aucun journaliste, aucun média, aucun sponsor ou lobby. » À l'issue d'un combat victorieux en 2025, lorsque la présentatrice lui demande ses impressions, il s'adresse aux Français en disant « Ici aussi, il faut se battre. Prenez une femme, un homme, faites des enfants, ne cédez pas au nihilisme et vive la France pour toujours éternelle. » Côté patriotisme, il ne se paie pas de mots. Il a servi son pays au sein de l'armée française et de la gendarmerie. Des engagements qui ont renforcé sa rigueur, son sens du devoir et sa détermination. Assurément, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Ce modèle d'intégrité est avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Hugo Nemesis II. Quel accueil. Bon, eh bien, écoute, on est ravis, on peut se tutoyer, je crois qu'on s'est parlé en plaisir. coulisses, tu m'y as autorisé, donc on est ravis vraiment, cher Hugo, de te recevoir dans Bistro Liberté. Au passage, je tiens absolument à ce qu'on applaudisse le public, qui est toujours fidèle au rendez-vous. Et toujours plus nombreux. Merci à vous tous qui nous suivez aussi, bien sûr, sur YouTube, de mettre des pouces levés, de commenter comme à chaque fois cette émission. On est ravis donc de te recevoir. Tu connaissais un peu Bistro Liberté ? Oui, bien sûr, j'ai regardé quelques émissions. D'accord, donc tu connais un petit peu la tradition, c'est-à-dire que tu es évidemment l'invité d'honneur, comme on dit, mais tu es entouré quand même de sociétaires, d'invités d'un soir. Alors on est ravis, on va d'abord, galanterie oblige, te présenter ces charmantes dames qui m'accompagnent. On est ravis de retrouver Myriam Palomba. Bonsoir Myriam, ça va en forme ? Donc on le rappelle, tu as lancé ta chaîne ma chaîne YouTube, Myriam Palomba, on se parle cash. Donc, voilà, bon. Voilà, ça me correspond. Ça correspond pas mal à Myriam. Avec nous également, c'est une habituée de Bistro Liberté, même si elle n'était pas venue depuis quelques temps déjà, c'est Alice Cordier. Alors, Alice Cordier, qui n'est pas ta femme, on précise, parce que Alice Cordier travaille dans comment on appelle ça, un collectif ? Une association. Une association, voilà, qui s'appelle Nemesis. Alors, le hasard, comment ça se fait que tous les deux, vous ayez choisi Nemesis comme nom, Alice ? On ne s'est pas concerté. Nous, c'était la déesse de la colère et du châtiment divin. Ça collait très bien à notre combat, qui est un combat de colère et de justice. Et donc, à partir de là, on a décidé de la choisir. Bon, eh bien, écoute, en tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous. Des actualités un petit peu concernant Nemesis ? Il y a des manifs, des choses ? On est plutôt sur de la garde à vue en ce moment. Ah, oui, c'est sympa aussi. Moi, je suis sortie la semaine dernière de 3 heures d'audition pour avoir expliqué que je n'étais pas contente de voir des petites filles voilées le soir de l'Aïd en France. Et Yona,
que vous connaissez bien, a été part en audition libre qui peut se transformer parfois en garde à vue la semaine prochaine parce que nous avons fait une opération à Lille avec une grande banderole qui demandait la remigration pour Noël. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, on va suivre ça, parce que ça veut dire que garde à vue, tu as échappé, mais tu vas peut-être être quand même ennuyé potentiellement. Oui, d'autant ce qui est assez scandaleux, c'est que les parties civiles au sein de la plainte qui m'est adressée, c'est deux associations qui sont des associations des frères musulmans. Le CCIE, qui est l'ancêtre du CCIF, qui a été dissous en France. Mais j'ai vu, Marion Maréchal aussi a été condamnée d'ailleurs. Marion Maréchal a été condamnée pour avoir dénoncé une instance qui depuis a été dissoute au sein de l'Union européenne. Et la deuxième partie civile me concernant est une association étudiante proche là aussi des frères musulmans. Donc c'est-à-dire que la justice se plie en fait aujourd'hui aux frères musulmans, ce qui est intéressant. D'accord. Bon, bah en tout cas, évidemment, il y a tout notre soutien. Alors justement, en parlant de musulmans, on a la chance d'avoir avec nous, alors on est très content de le recevoir parce qu'on va parler d'ailleurs au cours de cette soirée plus particulièrement de son actualité puisqu'il vient de sortir un livre aux éditions Libertaria qui s'intitule « Ex-musulman, le guide de survie ». On va le montrer à l'image. Je vous demande de l'applaudir bien fort. C'est Majid Oukacha. Bonsoir Majid. Alors merci beaucoup parce qu'on imagine que c'est peut-être pas forcément tout le temps évident de parler de ces sujets-là. Je pense que vous devez être très critiqué. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ? De plus en plus, en fait, je m'interroge et je veux en tout cas m'exprimer sur la société française et également donner un avis politique. Et du coup, c'est l'occasion d'être le sociétaire d'un soir de cette émission que j'ai l'habitude de regarder. Et voilà. Bon, en tout cas, on est ravis. Vous connaissez Hugo ou pas ? Alors, je le connaissais sans le connaître. Je le connaissais façon Macron. Schrödinger. En gros, je connaissais finalement sa vidéo célèbre qui a buzzé, comme on dit. Voilà. Et je n'avais pas spécialement identifié son visage, je l'avais oublié, et son nom. Et du coup, maintenant, voilà, je me rapproche un peu de... Avec sa carrure, je pense que tu ne vas pas l'oublier. Voilà. Et puis alors, le petit dernier, on est ravis aussi de le recevoir parce qu'il m'a dit, alors, chose incroyable, le petit dernier, c'est le cas de le dire, parce qu'il m'a dit un truc de dingue en coulisses. Il m'a dit qu'il venait ici quand il était enfant dans le public. Oui. Alors enfant, il y a 10 ans. t'étais enfant. Il m'a dit ça. Me regardez pas. Enfant, quand j'étais plus. J'avais pas 8 ans, il a dit. Enfin, t'es pas très vieux non plus. Non, mais j'avais 25 ans quand donc ça veut dire 15 ans, excuse-moi. Non, j'ai pas 40 ans, j'ai 35 ans, merci. Bon, tu venais dans le public à 15 ans, pardon. Voilà, exactement, je venais. C'était toujours un plaisir de venir. Donc je vous demande d'applaudir bien fort. C'est Garen. Je te laisse. Ton nom. Non mais Garen, c'est très bien tout seul. Voilà, Garen, t'en connais pas d'autres. Garen de Frontières, puisqu'en plus, alors, vous avez une actualité. C'est vrai que d'ailleurs, j'ai l'honneur d'en faire partie. Donc vraiment, là, je suis d'autant plus content d'en faire la promo. C'est le dernier magazine Frontières, donc, qui est consacré à la censure, donc la tentation totalitaire. Et donc, vous avez interrogé une trentaine de personnes. On a fait le top 30. De la censure d'ailleurs de TVL aussi. Donc TVL, Alice Cordier aussi. On a fait le top 30 des personnalités françaises qui se font museler par l'État ou par ses affidés. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus une seule solution. Il n'y a pas que l'État qui peut vous interdire. On peut vous fermer vos comptes en banque, on peut vous fermer vos financements, on peut empêcher la publicité sur votre site internet. Il y a énormément de moyens de faire taire aujourd'hui l'opposition. Et on a fait un magazine justement pour expliquer toutes les techniques qui sont utilisées en France pour faire taire l'opposition et les dissidents. D'accord. Et écoute, en tout cas, on encourage tout le monde, évidemment, à se procurer ce dernier numéro de Frontières. Et puis, bien sûr, la présentation ne serait pas parfaite si je ne présentais pas celui qui est dans les coulisses, là, qui croit qu'on le voit pas. Il est en train de manger un sandwich parce qu'il se dit que la soirée va être longue. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Ignace, le dessinateur, qui nous gratifie à chaque fois de dessins. Tous plus marrants et bravo à Ignace vraiment d'être toujours aussi talentueux. Alors, si vous le voulez bien, il y a une autre tradition. On va évidemment, on l'a vu, passer une belle soirée ensemble, parler de tous ces sujets. Mais avant cela, on a toujours quelques questions d'actualité dont j'aimerais qu'on parle. J'aimerais donc qu'on commence avec évidemment ce sujet qui est revenu. Alors c'est un peu un marronnier comme on dit dans le métier du journalisme. Enfin là, depuis quelques jours, on en parle beaucoup. C'est évidemment l'affaire Epstein avec tous ces fichiers qui regorgent d'informations toutes plus incroyables les unes que les autres. Alors que de nouveaux documents ont été publiés. Il y en a un qui refait parler de lui. Et il a en plus dit publiquement, je le cite, qu'il assumait pleinement ses liens passés avec le milliardaire.
c'est Jack Lang, mais que rien, entre guillemets, ne laissait supposer ces crimes. Alors, je me tourne pour commencer vers Myriam Palomba, parce que Myriam, tu connais bien ce sujet, l'affaire Epstein. Alors, on commence évidemment avec Jack Lang. Là, il pourrait être inquiété, d'après toi? Il ne le sera pas, malheureusement, mais il devrait être inquiété parce qu'il dit qu'il assume totalement sa relation avec Jeffrey Epstein et qu'évidemment, il n'était pas au courant. Sauf que j'aimerais juste rappeler à ceux qui ne le savent pas encore, c'est que M. Epstein a été condamné dès 2008 pour pédocriminalité, pour avoir utilisé des prostituées mineures. Ce qui veut dire que dès 2008, on savait déjà que M. Epstein était un pédocriminel. Et donc Jack Lang, sachant que dès 2008, il était condamné à continuer à le fréquenter, à lui demander de l'argent. On a même vu qu'Epstein devait donner 5 millions d'héritage à sa fille, c'est juste honteux. Et que les liens étaient beaucoup... À la fille de Jack Lang. Attends. Il avait monté une société offshore avec la fille de Jack Lang. Voilà, donc Caroline, c'est Caroline, je crois, son prénom. Et, Caroline aurait dû... toucher un héritage de la part de Jeffrey Epstein. Enfin, les liens sont beaucoup plus... De son temps. De son temps. Les liens de ce montant. Oui, de ce montant. Les liens sont beaucoup plus forts qu'une simple relation professionnelle. Il devait aussi faire un film à son effigie, disant à quel point Jack Lang était un homme formidable. Quand même, ils se rencontraient dans l'appartement de Woody Allen dans le 16e arrondissement. Donc, je ne sais pas de quoi parler ces Woody gens. Allen a un appartement dans le 16e Oui, voilà, mais je ne sais pas, si vous voulez, quand on connaît Woody Allen, quand on sait que Jeffrey Epstein est condamné pour des faits de pédocriminalité sur mineurs, enfin forcément de pédocriminalité depuis 2008. Je ne sais pas de quoi Jack Lang parlait avec eux lors de soirées dans des appartements. Je crois qu'aujourd'hui, on s'en prend beaucoup aux réseaux sociaux, mais que la justice française devrait intervenir. Et d'ailleurs, moi qui ne suis pas très... proche de LFI, je dois quand même reconnaître que ce sont les seuls qui ont demandé une commission d'enquête aujourd'hui. Il pourrait y avoir une commission d'enquête sur... Bah oui, parce qu'en plus, on apprend également... il y a plein de noms français qui sortent. Il y a Bruno Le Maire, on comprend maintenant... On comprend pourquoi il est si dilaté aujourd'hui, mais si je peux me permettre. Mais ce qui est, moi, hallucinant, au-delà des faits pédocriminels qui sont juste abominables, moi, ce que j'ai trouvé encore choquant, c'est qu'on apprend donc que M. Emmanuel Macron est cité dans ces dossiers et que, via son entourage, dès 2016, il a demandé à Epstein de lui donner des idées disruptives, comme il disait dans le dossier, c'est-à-dire des idées innovantes pour sa future présidentielle en 2017. Donc il n'était même pas élu, que déjà il demandait à un pédocriminel de lui donner des idées pour, en gros, nous embêter. Ce qui est dingue, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai vu un autre truc aussi absolument incroyable, c'est Dieudonné qui, sur les réseaux sociaux, a fait un screenshot justement d'un mail envoyé, alors paraît-il par Ariane de Rothschild, à Jeffrey Epstein, lui disant qu'il fallait qu'elle lui parle, quand elle viendra à New York, du cas Dieudonné, qui est un politicien français, qui évidemment, elle critique, et qu'elle disait qu'il faudrait qu'on en parle. Et c'était à la fin de l'année 2013, et là, étonnamment, 2 semaines après, Dieudonné, on le débranche complètement avec Manuel Valls. Donc ça veut dire qu'il avait qui pourrait avoir eu une influence sur la vie politique française. Ah ben totalement, c'est ça qui est juste hallucinant. Mais de toute façon, ils sont tous allés le voir. Hollande, Marine Le Pen, bon, eux, ils sont juste allés le voir. Non. Il a même trouvé qu'il a trouvé idiote. Non, pas du tout. Alors, pour le coup, j'ai fait un papier dans Frontières sur le cas. Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui parle de Bannon, qui a vu Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a jamais rencontré Jeffrey Epstein. Elle a aucune relation avec lui. Il en parle que en mal dans les emails, mais il y a aucune relation. Il en parle qu'en mal. Il n'y a aucune relation entre le RN et la droite nationale en général. Il n'y a personne du côté RN. Personne. On parle de Marlène Schiappa, de Rachida Dati également, Bruno Le Maire. Macron explique que... non, Epstein explique que Macron lui demande conseil sur tout, sur comment gérer Macron la avait des contacts avec Jeffrey. D'après les emails, donc ils ont dû se voir à plusieurs endroits. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, avec ces dossiers-là qui ont été à nouveau révélés, on se rend compte vraiment de ce que veut dire la notion d'état profond.
C'est-à-dire qu'on se rend bien compte dans ces dossiers que vous avez une poignée de gens, donc Epstein, le Mossad, etc., puisque lui, c'était son atout, c'était de faire du chantage aux gouvernants du monde entier pour influer sur leur politique. Mais on s'aperçoit que des gens comme les Rothschild, les Soros, les Gates, Bill Gates, on n'en parle même pas. Même la pandémie, la pandémie du coronavirus, on découvre qu'elle était programmée dès 2011. On se rend compte qu'en fait, vous avez une poignée de gens, peut-être une dizaine de personnes, qui décident du destin mondial. On parle même de, excuse-moi, mais il faut être complètement honnête et complet. Il y a même Elon Musk. Elon Musk, oui, alors lui, il explique qu'il y a été qu'une fois. Il s'en défend, mais non, c'est très simple, il faut lire les emails. Jeffrey Epstein propose à Elon Musk de venir aux États-Unis, à New York, et il lui demande s'il lui emmène son hélicoptère. Il dit je vais te présenter des hommes des Nations Unies. Et Elon Musk, étant donné qu'il est autiste, il dit non, j'ai trop de boulot, ça m'intéresse pas. Et donc, non, il y a un autre. J'ai pas fini. Et donc derrière. Il rajoute, mais t'inquiète pas, c'est une blague, il n'y a que des femmes, elles ont toutes moins de 25 ans. Et Elon Musk répond, non, moi j'ai des trucs plus importants à faire, j'ai des fusées à construire. Donc il n'y va pas, donc il ne le rencontre pas, il n'y va pas. Enfin, moi j'ai vu un mail. Attention, il y a beaucoup de faux mails, attention. Ah bon ? Il faut faire hyper gaffe. Il s'en est défendu. Mais Elon Musk n'est jamais allé sur l'île de Jeffrey Epstein. Il lui a pas demandé l'horaire de les. Non, rien du tout. Non, jamais dans le Lolita Express. Non, justement, il faut faire hyper attention à cette histoire. C'est pour ça, moi ça m'a pris quasiment 3-4 jours pour. Tu as écrit un article d'ailleurs sur le site de Frontières là-dessus. Et ça m'a pris 3-4 jours pour l'écrire parce que justement il y avait tellement d'informations, il y a 3 millions de documents qui sont sortis, il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Twitter qui sont pas vraies aussi ou des inexactitudes. Donc c'est un gros travail. Pour le moment, on est encore à la surface de ce qu'il y a dans ces. Je pense qu'on va découvrir encore plein de choses. On va découvrir ce qu'on sait déjà mais qu'on n'avait pas de preuves, c'est qu'il y a des réseaux internationaux financiers. Parce que c'est pas tant du satanisme ou quoi que ce soit, c'est des réseaux financiers qui sont là pour s'enrichir encore plus et qu'ils n'ont pas de frontières et que tout le monde est prêt à aller manger dans ce gamelle. Parce que c'est pas que de la pédophilie. Moi, j'ai vu aussi, alors là, je me retourne vers Myriam, on n'est pas à TPMP, mais j'ai vu, enfin, je sais pas si c'est des faux, je sais pas, un témoignage sur Internet d'une mannequin qui disait qu'elle avait vu des. Enfin, oui. Alors, je ne dis pas le mot pour pas être censuré, mais effectivement, tout ce qui paraissait. Mais des sacrifices, quoi. Voilà. Sacrifice d'enfants, tout ce qui paraissait extrêmement complotiste et qui faisait passer des gens comme moi pour des fous furieux et à qui d'ailleurs on a détruit la carrière. Moi je suis pas dans la liste, mais je fais partie des gens qu'on a muselés carrément en la coupant de... Tu n'es plus chroniqueuse chez Cyril Hanouna. Je suis plus chroniqueuse chez Cyril Hanouna, je n'ai plus le droit à la carte de presse, enfin on veut ma mort professionnelle et sociale. Et effectivement, on découvre que toutes ces choses-là, ça paraît peut-être hallucinant, mais ça existe. Et que finalement, tout ce que nous, on pensait être... Enfin, tout ce qui fait de nous des complotistes, ça dépasse la réalité. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, je suis dégoûtée d'avoir eu raison parce que c'est tellement abominable ce que ces gens-là ont fait qu'il n'y a même pas de quoi de se réjouir d'avoir eu raison. Alice, ça te fait réagir, ça, ou pas ? Ouais, mais en fait, c'est... Comme vous dites, c'est assez fou parce que Jack Lang a toujours échappé d'une certaine manière. Vous ne croyez pas, Jack Lang, dans sa réponse, tous là ? Non, mais Jack Lang, de toute façon, a toujours défendu la pédophilie. Oui, il a toujours défendu la pédophilie. Je me souviens d'un entretien d'ailleurs avec Sonia Mabrouk. C'est intéressant parce que Sonia est au cœur de l'actualité, on le sait, des médias. Elle l'avait reçu à Europe 1 et on se souvient d'ailleurs, il avait fait un lapsus en disant je soutiens. Il avait signé un certain nombre de pétitions. La tribune de Libération. Voilà, la tribune et de pétitions pour justement que ne soit pas considéré comme pénalement répréhensible le fait d'avoir des relations sexuelles. Bon, il avait expliqué que oui, c'était mai 68 qui s'était fait engrainer dans quelque chose, qu'il regrettait plus ou moins, mais ça ne l'a pas empêché par la suite de prendre la défense d'autres hommes qui avaient été accusés de pédophilie dans le monde du cinéma notamment. De Masneff, des gens comme ça. Il y avait eu ça, il y avait eu des producteurs du cinéma, il y avait et à chaque fois il était vraiment le porte-parole de ces hommes-là, et ce malgré les accusations des victimes. Donc il a jamais en fait coupé avec cette tradition-là. Je vais pas prendre le risque de dire qu'il a fait des choses, mais on a le droit de se questionner de pourquoi cet attrait pour Jack Lang. Il y en a eu des rumeurs avec lui. Il faut écouter Roger Hollande qui en parlait. Il est toujours passé entre les lignes.
Mais même l'affaire Betarab, je vais peut-être vous révéler quelque chose, mais même il n'est pas totalement innocent de ce qui s'est passé dans l'affaire Betarab. Jacques Lang. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que je vais encore voilà, mais je peux vous dire que si vous cherchez bien, que vous êtes un bon journaliste, vous allez vite vous rendre compte que Jacques Lang et l'affaire Betarab et Bayrou, etc. Tu peux pas en dire un peu plus parce que là, il y a des choses. Il y a des choses. Regardez sur les camps qui étaient organisés avec les enfants par l'école de Betarab. Vous allez voir des invités. Et où est le rapport avec Jacques Lang ? Vous allez voir des moments où il pouvait être présent. Enfin voilà, donc il y a des liens aussi avec cette affaire. Mais bon, vous dites ça, vous allez vous prendre tout de suite une plainte pour diffamation. Vous allez avoir le cirque juridique qui sera forcément contre vous. Et puis vous continuerez à avoir votre mort sociale. Mais moi, je vous le dis, Jacques Lang n'est pas innocent dans l'affaire Betarab non plus. Et tu soulignais que LFI avait été plutôt pas mal dans la volonté de faire une commission d'enquête. Je crois qu'Alice, à ce sujet, tu avais peut-être quelque chose à dire. C'était intéressant d'apprendre ça parce que LFI devrait commencer à faire des commissions d'enquête sur leurs propres candidats. Puisque depuis quelques jours, on a le récit des sévices sexuels qu'a fait Pierre-Alain Coutinho, qui apparaît à côté, on rappelle qui est notamment de Manon Aubry, qui a été candidat pour la France Insoumise du côté de Nantes, qui était travailleur social, qui a eu plusieurs, il y a eu plusieurs signalements à la justice, notamment de la part d'un de ses anciens conjoints qui est tombé sur des vidéos de pédocriminalité, on ne peut plus clair sur ce qu'il faisait avec des enfants, parfois handicapés, qui étaient sous sa garde parce qu'il était travailleur social et qu'il recevait notamment des enfants qui avaient, vous savez, des enfants de l'ASE ou des enfants qui étaient placés en foyer, et lui, il était considéré comme une famille d'accueil. On parle de sévices qui ont été donc signalés à plusieurs reprises. On parle de sévices de groupe, où ils étaient plusieurs hommes sur parfois un bébé de 5 mois. Voilà. Il y avait un véritable réseau pédocriminel autour de lui. Totalement. Il était à la tête d'un véritable réseau pédocriminel qu'il avait mis en place. Alors, il explique dans ses explications récentes, notamment auprès des psychologues, qu'en fait, il avait trouvé un groupe de soutien parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas en France de la place pour les pédophiles. Alors non, monsieur Coutinho, il n'y a pas en France de la place pour les pédophiles, à part en prison, excusez-moi, ou ailleurs d'ailleurs. Mais voilà. Et il explique que, en fait, c'était un groupe de parole, et puis le groupe de parole est devenu un véritable réseau pédocriminel, et que les enfants donc, qui étaient placés chez lui étaient victimes de ça, et ça a été un bébé de 5 mois. Enfin, je ne sais pas si on a tous en tête à quoi ressemble un bébé de 5 mois. Et voilà. Et aujourd'hui, quand la France Insoumise, je les entends faire des commissions d'enquête, alors que quand même, et on peut parler de pédocriminalité chez eux, on peut parler de plein d'autres choses. Non, mais violence sur les femmes. Il a été viré quand même, lui. Alors oui, mais il apparaît encore. Enfin, on n'a eu aucun. On aurait pu entendre, je ne sais pas, Manon Aubry regretter et condamner. Il n'y a eu aucune condamnation. Tu as totalement raison. Après, j'espère qu'il y aura aussi le RN, qu'il y aura tout le monde qui demande une commission d'enquête, parce qu'on a un pédocriminel qui donnait quand même son avis sur la politique française. Je suis entièrement d'accord. Hugo, je te sens très discret et tombé des nues, je suppose, aussi, de tout ce qu'on apprend là. Tomber des nues, non. Je pense ça t'étonne pas tant que ça, finalement. Non, ça m'étonne pas tant que ça. Parce que je pense que la France a une tolérance pour les violeurs et les pédophiles depuis des années qui est intolérable. Moi, honnêtement, je suis pas... Je ne suis pas autant que vous l'actualité, donc je ne pourrais pas dire, parce que je pourrais pas me prononcer sur l'affaire Epstein ou autre, mais je pense que de manière générale, en gros, tout simplement, ceux qui font du mal, et surtout le viol, la pédophilie ou la barbarie, ou ceux qui font du mal à nos enfants, à nos femmes, doivent être tout simplement, alors ceux qui sont avérés, bien sûr, prouvés, etc., doivent être exécutés, tout simplement, peine de mort. Voilà, je pense que c'est la solution la plus adéquate pour eux, parce que, en fait, faut dire les termes. Non, mais il n'y en a pas beaucoup qui osent le dire, ce que tu dis. Non, il faut le dire, parce qu'en fait, moi j'ai tendance à dire que l'absence de peine de mort... Ça vous choque ou pas? Parce que je vois là, j'aimerais avoir réaction. J'estime qu'Annette, enfin, je sais que je vais faire ma gaucho de service, mais tant pis. Mais moi, j'estime, enfin. Non, mais payer pour la détention de criminels. Non, mais je suis d'accord, surtout qu'aujourd'hui, en plus, non seulement. Dans certains pays, c'est les familles. Non, mais en plus, on leur crée carrément des endroits.
On leur crée même des endroits 10 fois plus cool que les prisons pour les pédocriminels. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais plus où c'était dans Oui, Provins. des centres, centres, donc c'est juste hallucinant. Et souvent, les peines sont ridicules par rapport aux faits. Bah, excusez-moi, là, c'est comme l'affaire Maëlys. Enfin, je crois que c'est Nordal Lelandais. Il a eu un enfant en Il a prison. pu avoir un enfant. Voilà. Mais après, voilà, la peine de mort, c'est un autre débat. Moi voilà, c'est d'un point de vue débat qu'on devrait philosophique. avoir. Ouais. C'est- Alors, c'est- Hugo Des demande si tu enfants. as des enfants. Oui. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que. On toucherait à tes enfants, Mais je pense que j'irais tuer moi-même la personne, en fait. Ah. Voilà, ça s'appelle la peine de mort. Ouais, mais voilà, après, est-ce que. Mais donc c'est un peu hypocrite parce que. Oui, non, c'est pas hypocrite. C'est Faire un que je veux truc dire avec que une guillotine, ça en tant tombe. qu'être humain, moi, ce serait la colère qui me ferait parler. Mais est-ce qu'entre être humain, on est en droit d'enlever la vie? Dans certains pays en Orient, Alors, je ne connais pas spécifiquement les législations des autres pays, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, l'idée de mettre hors d'état de nuire définitivement ce genre de criminels, soit par la prison à vie ou autre, mais en tout cas qu'ils ne puissent plus comment jamais ça se passe en se Algérie, en remélanger. Tunisie pour ces. Alors, je suis né en France et j'ai Oui, grandi non, en mais de France, manière donc générale, c'est pas de vous dont je parle en particulier, mais comment ça se passe? Au Moi, Maroc, j'aimerais il y avait- savoir. au Maroc, Les gens il y qui avait sont eu- au Maroc, en Tunisie, en Au Algérie. Maroc, il y avait 2 femmes touristes qui avaient été violées par des Marocains dans les montagnes. Ils ont été exécutés, tout simplement par l'État marocain. Ils avaient violé et tué des jeunes femmes. Alice Après, il y a la castration physique, etc. Ouais. Que Mélanie avait proposé pour les violeurs et les pédophiles. Après, moi, j'ai tellement peu confiance dans la justice actuelle qu'il serait capable de faire semblant de se tromper pour envoyer aussi à l'échafaud des opposants politiques. Non, mais quand il n'y a pas de. C'est vrai que J'ai pas envie, moi. j'ai lu souvent dans l'actualité des fois des violeurs d'enfants avérés qui prenaient moins de 3 ans parfois au maximum. Et je trouve que c'est vraiment indigne. Et quand Comme condamnation. Ouais. Bien sûr, parce qu'il y a d'autres pays. Il y a même où un c'est magistrat, plus. je crois, qui a fait. D'années. il avait- prostituait Oui, sa à fille, Dijon, le juge qui de- vendait le sa juge de fille. Dijon. Et il n'a pas eu. Il a eu Non, alors sursis, il a eu un sursis. sursis, il a fait mais c'est un appel, truc- il a à nouveau Non, non, eu du On est sursis. chez les fous, quoi. Il Ah, avait mis sa fille de 12 ans sur je- des sites libertaires. Désolé, je pense qu'en vrai, le vrai problème aujourd'hui, c'est que vous êtes, certains d'entre vous, je pense, opposés à la peine de mort, mais en fait, cette peine de mort, elle existe. Et celle qui la détient, c'est les criminels aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, cette peine de mort, elle est plus étatique, mais elle appartient aux Ceux gens. qui sont victimes sont Voilà. les, En fait, donc du coup, quid du droit à la vie, comme je dis, le droit à la vie des gens qui sont bons et qui n'ont rien demandé. Donc en fait, la peine de mort, elle est octroyée aux criminels, aux gens qui nous pourrissent la vie, qui violent nos femmes, nos enfants. Et en fait, en refusant la peine de mort, vous leur donnez à eux le pouvoir d'appliquer sur nous la peine de mort. Donc je Ta pense que vocation de c'est- faire c'est très d'un mauvais. sport de combat, il y a un peu de ça aussi. C'est parce que c'est une passion, je suppose, mais au-delà de ça, il y a une petite envie de te dire que peut-être qu'un jour, tu aurais besoin de te faire justice sur tout type de problème, quoi. Est-ce que il y a un peu de ça aussi, c'est de t'armer sans l'être? Défendre alors. Non, mais je veux dire, t'es presque une arme à toi tout seul. Je sais plus qui. C'est vrai, Oui, ça c'est aussi. vrai qu'on n'a pas trop envie de le. Légalement, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de l'emmerder, mais c'est vrai que légalement, je crois que c'est comme les champions d'arts martiaux c'est une blague, ça, le coup. En fait, on est le coup, considéré comme une arme blanche, non, en fait, c'est faux juridiquement parlant. Je m'en souviens, ma première année de droit, on l'avait un peu débunké, tout ça. En fait, c'est faux. C'est juste qu'effectivement, si par exemple, je me lève et que j'agresse quelqu'un sur le plateau, je serais l'agresseur de facto, mais surtout, il y aurait circonstances aggravantes, effectivement, que je suis un combattant professionnel, donc je suis censé retenir mes nerfs, et en plus, je suis censé pas appliquer la Mais violence par exemple, comme tu ça. sais tuer d'un coup, tu sais porter. Non, tout ça, c'est des, un gens, peu, ça. voilà. Je pense que c'est des choses qui sont. Il y a des choses interdites dans ton sport aussi. Oui, non bien il y a sûr. certains coups qui sont Mais interdits. bon, tuer quelqu'un d'un seul coup, je pense, c'est un peu trop. C'est imagé et Oui, il en faut romancé. deux, trois, ça passe mieux. Mais effectivement, oui, j'ai plus de compétences, je pense, que quelqu'un qui pratique pas d'arts martiaux. C'est moi en tout cas, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est pas considéré comme être une arme blanche. Voilà, ça n'a rien à voir. D'accord. Bon, vous l'avez compris, c'est une émission dont Hugo est l'invité d'honneur ce soir, donc je te promets que tu auras plus le droit à la parole après le lancement de ce petit magnéto, et on parle bien sûr de la France et de la bataille identitaire. À tout de suite. Alors qu'en France, la bataille identitaire semble ne jamais avoir été aussi forte, certains ont décidé de ne plus se taire pour défendre leur patrie. Face à cette situation, beaucoup parlent de déchristianisation, de déracinement et même de perte de repères profonds.
Dans un pays où l'on évoque désormais sans détour le spectre d'une guerre civile, une question dérangeante s'impose. Est-ce la fin du peuple français ? Voilà, donc, alors, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas quel est votre ressenti par rapport à ce sujet, mais si on m'avait dit un jour que j'organiserais une émission dont le sujet serait « Est-ce qu'on assiste à la fin du peuple français ?», je pense que j'aurais rigolé il y a quelques années. Et on était moqués quand on commençait à dire des choses comme ça. Récemment, Jordan Bardella s'est exprimé. On sait aussi que Donald Trump a parlé de la fin possible de la civilisation européenne. Ça devient un sujet qui, selon toi, est un sujet qui est à mettre sur la table. Est-ce que tu crois vraiment qu'on peut assister à la fin du peuple français, Hugo ? Alors, oui et non. C'est-à-dire la fin Parce que grâce à des gens comme toi, je pense que... Déjà, il y a ça, bon, pas uniquement grâce à moi, ça c'est sûr, mais en gros, je pense que la fin d'un peuple, alors on est quand même plusieurs millions, donc elle ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Ouais, 68 millions, mais enfin encore... Mais moi, je parle des Français de souche. Ah, je précise. voilà. Donc en gros, les Français de souche, parce que c'est quand même le peuple originel de France. Qu'est-ce que tu appelles par Français de souche C'est des gens alors déjà ethniquement... Non, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais... c'est pas une insulte de le dire, d'ailleurs. Moi, j'estime qu'on peut dire un Français de souche, ça peut être arbitraire. On peut dire il n'a pas d'origine immigrée, je sais pas, sur un siècle, sur 2 siècles, sur 1000 ans. Mais la notion de Français de souche ne me dérange absolument pas. C'est même pas une insulte pour moi, d'ailleurs. Si on estime qu'un Français de souche dit je suis Français de souche et qu'on a l'impression que c'est censé être... C'est un occidental, quoi, tout simplement. Moi, je le prends pas mal, même si je suis un Français de branche, si on peut dire, ou un Français... C'est un citoyen français, c'est indéniable. Voilà, pas de souci. Mais moi, je remets pas en question la citoyenneté française des gens qui sont extra-européens, si on peut dire, voilà. Mais moi, effectivement, mon combat, c'est... en fait, je combats pour mes origines, les gens qui m'ont éduqué, qui m'ont élevé, pour ma femme, mon fils et mon domaine, pour prendre une vieille chanson. Mais voilà, du coup, effectivement, non, c'est pas la fin du peuple français, parce que déjà, il faut plusieurs, je pense, centaines d'années pour voir un peuple disparaître. Et moi-même, je vis dans un pays où l'État a disparu, de la Pologne. Voilà, donc les Polonais, et ça d'ailleurs, c'est un grand enseignement que j'ai pris d'eux. En fait, c'est que tout simplement, leur pays a disparu pendant plusieurs centaines d'années, voilà, parce qu'il y avait les Russes, les Allemands, voilà, à tour de rôle, et parfois tous les deux, qui ont envahi leur pays. Mais le peuple, via la continuité ethnique, culturelle, linguistique et surtout spirituelle, grâce au Christ, ils ont réussi à perdurer. Et maintenant, ils ont leur pays qui fonctionne plutôt bien maintenant. Et du coup, moi, je pense exactement la même chose pour la France, et que j'espère bien sûr que la France ne va pas s'écrouler. Mais c'est potentiel. Mais potentiellement, je pense que ça peut être le cas. Mais par contre, non, le peuple français pourra peut-être diminuer, certainement, parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une pleine crise démographique. Donc, tout simplement, pour parler franc, les Français de souche ne font plus d'enfants, en tout cas pas assez. D'ailleurs, c'est un de mes grands combats. Hein. Dans mon premier combat, voilà, exactement, voilà, faites des enfants, ne cédez pas au nihilisme, mais faites des enfants. Et du coup, effectivement, je pense que la population française va avoir des transformations, elle va peut-être diminuer. Certaines personnes comme moi vont peut-être partir, etc. Ça dépend comment la situation, je pense, va évoluer. Mais le peuple français restera et persistera, je pense. Et en tout cas, je ferai tout pour, ça c'est sûr. Magid, justement, je vous entendais réagir, parce que vous faites partie de ces Français qui sont finalement... patriote, oui. Alors que... Moi, je ne sais pas si je peux facilement m'identifier à la notion d'identitarisme, peut-être parce que je ne suis pas un Français de souche, même si je suis né et j'ai grandi en France. Ce qui est sûr, c'est que je me sens être un patriote français, j'essaie d'être utile, même dans mon combat que je mène, moi, en tant qu'ex-musulman, par exemple, pour la critique de l'islam. J'avais une vie bien tranquille avant, j'avais un CDI, je travaillais dans le marketing, j'aurais pu terminer ma vie normalement, mais chaque jour, je me levais et je voyais la France qui changeait, je voyais la France qui se couchait devant mon ancienne religion, l'islam, ça m'était insupportable. Et donc, même la vie que je mène depuis des années, même risquée à critiquer publiquement en montrant mon visage, je crois que je suis un des premiers ex-musulmans vraiment à avoir montré mon visage, J'espère que mon patriotisme, qui consiste à aimer la France, aider la France, prioriser la France, est utile, et que si quelqu'un qui a un identitarisme... Moi, je comprends que l'identitarisme, ce soit par exemple être attaché à sa culture, à son peuple... Ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est important. Oui. C'est quoi un identitaire? Pardon, Magid, mais Hugo, aujourd'hui, c'est vrai que
C'était réservé plutôt à des groupes, à un petit peu des groupuscules. C'était très, très péjoratif de dire quelqu'un qu'il était identitaire. Vous l'assumez publiquement. Ça veut dire quoi, être identitaire? Ça veut dire être chrétien? C'est ça? Non, pas forcément. Non, déjà, en fait, ça part de la base. C'est-à-dire, il y a une réalité ethnique, tout simplement, du français de souche. Raciale? Ethnique et raciale, c'est les mêmes mots. Pour moi, c'est pas une insulte. Et ça ne veut pas dire, justement, que je souhaite la mort d'autres ethnies ou que sais-je. Et d'ailleurs, moi, je suis très content parce que vous ne me connaissiez pas, mais moi, je vous connaissais. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos depuis assez longtemps, d'ailleurs. Okay. Et du coup, en fait, non, moi, je serais content. Voilà, je combats pour les miens. Être identitaire. Je combats pour les miens, mais je suis très content que des gens d'autres origines me supportent également, parce que je suis aussi catholique. Et d'ailleurs, c'est le seul universalisme que je supporte, c'est l'universalisme du Christ. Mais effectivement, l'identitarisme, c'est... Quand on y dit être identitaire... Oui, ben c'est ça. Non, mais je voulais que tu répondes. L'identitarisme, c'est disons les choses. C'est ethnique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être blond, c'est ça? Non, c'est pas être blond. C'est-à-dire qu'en fait, les Européens de souche, les Occidentaux, les Français, tu sais, tu regardes la génétique. En fait, il y a des groupes génétiques et les Européens, les Occidentaux, ils font partie de ce groupe génétique au même titre que les Asiatiques. Et il y a des sous-groupes, etc. Si tu prends la France, il y a les Basques, les Bretons, etc. Les Ligérois, comme moi, Saint-Étienne, bien sûr. Mais voilà, c'est juste ça, tout simplement. Donc, est-ce que c'est uniquement une question, on va dire les termes, de race? Bien sûr que non. Mais c'est la base de l'arbre, tout simplement. Est-ce qu'un arbre sans racines, il tient? Non. Donc alors, en fait, quand tu fais tes enfants, tu leur lègues quoi? Tu leur lègues tes gènes. Donc tes gènes, c'est tout simplement l'ethnie. Voilà. Donc il y a ça, premièrement. Alors ça, ce genre de débat, il n'y a qu'en France et dans les pays d'Occident, de l'Ouest, où on se pose des questions. Moi, j'ai vécu... Ouais, aux États-Unis également. Moi, j'ai vécu à l'étranger dans des pays non blancs, pour parler clair. Ce genre de questions, en fait, on se moquerait de vous si vous les posez. Moi, j'ai vécu en Thaïlande, allez poser cette question à un Thaïlandais, ils ne comprendraient pas ce que vous êtes en train de dire. Demander à un Marocain, c'est quoi être un Marocain? Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, ces gens-là, ils ne se posent pas de questions, tu vois, à juste titre. Et donc, du coup, il y a forcément l'ethnie, et ensuite, il y a l'histoire, la culture, la langue. Bon, bien sûr, nous, la gastronomie, bien évidemment. Mais voilà, tout simplement, c'est ça. Et il faut le dire, en fait, de manière sereine, quoi. C'est normal. Moi, je pense une chose, encore une fois, c'est peut-être parce que je suis un Français pas de souche, mais je pense que cet aspect ethnique, cet aspect couleur de peau, peut-être qu'il y a un aspect anthropologique, peut-être que dans chaque peuple où il y a une couleur majoritaire, peut-être que les gens vont vers des gens vers qui ils se ressemblent. Non, mais en tout cas, c'est un aspect qui est un peu abordé. Je pense que c'est plutôt inaudible, on va dire, dans la société française, parce que le fait de dire, par exemple, pas discriminer, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, enfin, je crois que j'ai cru que vous avez dit ça, préférer les siens, ça ne signifie pas détester les autres, j'entends bien. Et peut-être qu'effectivement, dans notre société d'aujourd'hui, par exemple en France, si une femme noire dit « je veux être en couple avec un homme noir et avoir des enfants noirs », peut-être ça passe. Peut-être une femme orientale ou arabe, elle dit « je veux être en couple avec un homme arabe », peut-être ça passe. Et peut-être que tout d'un coup, c'est pris comme le retour du Troisième Reich. Si un blanc ou une blanche dit exactement la même chose, j'entends bien. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est un discours qui n'est pas forcément facilement audible, parce qu'il y a un peu l'idée de... discrimination entre guillemets, c'est-à-dire de dire par exemple estimer qu'il peut exister des Français de seconde zone, ou en tout cas dire je veux que soient préservés les miens. Moi je suis pas un parmi ceux des vôtres comme vous dites. Et en même temps, j'ai une question pour vous. Oui, vous êtes assimilé à quoi? À la France ou aux Français? Alors moi, je ne me sens que français, je ne me sens appartenir que à la communauté française. Si éventuellement même je m'exprime sur la plutôt mauvaise image des Arabes en France ou de l'immigration maghrébine, j'estime que c'est communiquer sur une communauté par assignation, si je puis dire, de par mon faciès, mon nom ou mes origines, mais vraiment je ne me sens que français, et je pense même que par par ce que j'essaie de faire moi pour essayer d'aider la France, je pense sans être méchant, un Jean Antifa blanc qui veut faire envahir la France d'immigration clandestine au nom d'une immigration humanitaire, je suis persuadé qu'il œuvre moins à aider la France qu'un Français comme moi. C'est pas ça la question. Oui. C'est pas ça la question. Moi je reconnais, on va se tutoyer, ça te dérange pas. Moi j'adore ce que tu fais, il y a pas de souci. Mais moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que, et je répète ma question, tu t'es assimilé à la France ou aux Français? Moi, aux deux, au peuple français. Voilà. Parce que je suis... Attendez. En fait, la réalité... Attendez, sinon vous allez vous en... Non, mais il faut me laisser finir. En fait, c'est très simple. La France, c'est les Français. Oui, bien sûr. De souche. D'accord? C'est eux qui ont fait la France. Même s'il y a des gens qui sont... donc, on va dire, parce qu'il y a eu de l'immigration européenne, ça c'est vrai, donc qui ont fait la France, ça c'est tout à fait vrai. Il y a aussi de l'immigration extra-européenne qui ont participé, tout comme toi, à la France et qui défendent des idéaux qui sont français. Je te le reconnais, je te félicite. Mais en attendant, tu t'es assimilé, moi je répète, non pas à la France,
mais aux Français. Parce que c'est nous qui avons construit ça, bien sûr. avant tout le monde. Et donc, du coup, en fait, c'est juste pour ça que je me défends, que je défends tout ça, en fait. Oui, bien sûr. C'est parce qu'en fait, à la base de tout ça, la France, elle n'est pas sortie de la cuisse de Jupiter. Je sais bien. Donc elle est sortie des Français. Et peut-être même que dans le combat de la défense de la France, c'est aussi utile, parce qu'il faut dire la réalité, s'il y a une part des Français issus de l'immigration, il vaut mieux en avoir des comme moi. Moi, il y a un jeu de mots que je dis souvent en plaisantant, mais quand j'ouvre le journal et que je passe mon temps à voir des Français d'origine maghrébine ou des Arabes qui donnent une mauvaise image de nous, entre guillemets, parce qu'ils agressent et qu'ils tuent des gens, je préférais, et qu'on me traite d'arabe de service, je préférais être un arabe de service qu'être un arabe de sévice. Voilà, et je considère que essayer d'aider la France à la mesure de mes moyens, essayer de l'informer par exemple sur le sujet de mon ancienne religion qui est un moyen de faire ouvrir les gens sur le danger culturel, sur l'idée que toutes les cultures ne peuvent pas cohabiter les unes avec les autres, qu'il y a peut-être des modèles culturels ou religieux qui créent davantage de... Je ne remets pas ça en question. Non, bien sûr, bien sûr. Moi, je remets en question en fait juste le fait qu'il y ait une différence entre les Français. Donc moi, je fais une différence entre les citoyens français qui, de facto, aujourd'hui, que je sois d'accord ou pas, il y en a de toutes les origines, d'accord, et le français de souche. Pourquoi moi je défends les Français de souche? Parce que c'est mon peuple. C'est celui qui m'a éduqué. Donc en fait, et peut-être moi j'ai un autre rapport à ça. Vraiment, j'entends bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de rapport, c'est un constat en fait. Non, je suis pas un Français de souche, et donc peut-être c'est difficile pour moi de défendre la France et à la fois de reconnaître cette. En défendant la France, tu défends en réalité les Français, parce que la France a été bâtie par les Français de souche. Même si il y a eu une participation. Il y a même des Français des dom-toms, c'est un... Voilà, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a des gens... Par exemple, moi, est-ce que je suis polonais? Pourtant, moi, parce qu'il y a pas mal de gens en Pologne. Pardon, voilà. Il y a beaucoup de gens, mais qui peuvent aussi se dire. Moi, je vis pas en Pologne. C'est bien gentil de critiquer, mais pourquoi tu te bats pas dans ton pays pour défendre ton pays? Bien sûr, mais pourquoi tu vis en Pologne? Pardon. D'ailleurs, on a fait une interview ensemble. Parce que les gens n'ont peut-être pas vu cette émission. Plus une immigration que moi, je dis ça en plaisantant, parce que moi, je suis né ici. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Souvent, pour rigoler, pourquoi tu vis en Pologne? Pour faire plaisir à mes détracteurs, je dis que je suis un immigré. Voilà, ça me fait. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu te bats pas aux côtés des tiens en France? Parce que déjà, en fait, je pense que chaque Français qui a mis un pied en dehors de la France ne s'est pas vu perdre ses origines, sa langue, sa culture, et surtout le fait et sa qualité d'être Français et de vouloir se battre pour son pays. Ça veut dire, en fait, vous regardez l'histoire de France, on a eu des empires, on a mis un pied en dehors de la France. Il y a beaucoup de nos héros et de nos chefs d'État généraux qui l'ont fait. Et je ne pense pas que, je ne me compare pas à ces gens-là, je fais bien peu comparé à eux. Mais en fait, la présence physique en France, bon déjà là, je vous cache rien, on est sur Paris, voilà. Donc je suis là, en réalité, je suis là à peu près 30% du temps. Et ce que je veux dire, c'est qu'en gros, moi, via mon combat, via mon action, je pense que je fais éminemment plus pour la France que si j'étais juste en France. Mais c'est étonnant que les invitaires, je pense à Daniel Conversano aussi, il y en a quelques-uns comme ça qui prennent la parole et qui sont très très investis dans ce combat. C'est ma carrière, moi, qui m'a amené en Pologne. D'accord. Mais bon, je répète. Et tu pourrais continuer de mener ta carrière en soi, je pourrais, mais maintenant, il y a toute ma vie qui est là-bas. Et moi, il y a surtout aussi quelque chose, c'est que j'aime, je le dis. Tu es un peu dans le rôle de magie. Ouais, exactement. Après, les Polonais, ils n'ont pas besoin de moi, je ne vais pas vous le cacher. Parce que là-bas, ils sont outrement plus... radicalement normal, comme je dis souvent, ils sont radicalement. Tu veux dire que le RN là-bas, c'est plutôt un parti qui centre-gauche. C'est du centre-gauche, ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai, et c'est même pas une blague, c'est une vérité. Et moi, j'aime la Pologne et j'aime les Polonais, au contraire, mais je ne serai jamais polonais. Voilà. La citoyenneté, je n'ai pas prévu de l'avoir, mais si jamais je l'ai, je serai toujours français. Alors, vous savez quoi? Je vous propose, et on va revenir tout de suite après, parce que finalement, on a compris que Hugo est un combattant de MMA. Il a surtout fait le buzz ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Il est devenu une véritable star en quelques mois, en prononçant 2 mots que je vous laisse découvrir tout de suite. On regarde et on se retrouve juste après. Comme la dernière fois, ne cédez pas au nihilisme. Faites des enfants. And fuck globalism. Fuck leftists. Fuck Macron. OK? This is something nobody say, mais moi je le dis, tous les combattants de MMA devraient le dire. On emmerde Macron, qu'il aille se faire mettre, c'est ça la vérité, avec les sous-traits. Voilà, donc là vraiment, ton entre guillemets fuck Macron, je crois que tu pourrais presque le déposer. On l'a beaucoup vu. Pourquoi tu emmerdes, entre guillemets, Emmanuel Macron, Hugo? Parce que je pense qu'il est l'héritier, en fait, de tous ces politiques qui ont trahi la France depuis
bon, voilà, plusieurs dizaines. Ouais, bien sûr, enfin, en voie de destruction. Hein, parce que, comme je dis, ils sont plusieurs à la tâche. Hein, donc, même, voilà, je pense que depuis De Gaulle, et même si on remonte aussi à la Révolution, il y a eu plusieurs dirigeants qui ont essayé de détruire la France. Et effectivement, depuis De Gaulle, je pense que tous ces dirigeants, de droite comme de gauche, en réalité, ils sont tous on va dire des variations de gauche, en réalité, je pense, et que ces gens-là, ils ont détruit la France petit à petit à travers des choses qui nous ont déracinés, éloignés de notre peuple, éloignés surtout du Christ. Hein, voilà, parce que la seule religion qui devrait prévaloir en France, c'est celle du Christ. Donc ça ne veut pas dire que c'est... Un pays laïque, alors ? Non, enfin, la République est laïque. Voilà, la France ne l'est pas. Et même si, bien sûr, moi, je ne souhaite pas qu'il n'y ait aucune autre religion en France, je suis tout à fait pour qu'il y ait une religion qui soit maître chez elle. D'ailleurs, comme en Pologne, comme dans énormément d'autres pays. Dans les pays de l'Est, pays d'Europe centrale, de l'Est. Il y a d'ailleurs moins d'insécurité. Je sais pas si c'est un lien, mais... C'est la paix du Christ. mais voilà, je pense qu'effectivement, Macron... Aussi, ça aide. Oui, Le fait qu'il n'y ait pas d'immigrés, ça aide. Des immigrés extra-européens, je parle. Et puis surtout qu'il y ait une vraie application de la loi et de la justice. Voilà. Et surtout de la lutte contre le mal. Parce qu'en fait... ça m'étonne de voir en France qu'il y ait tant de mots et surtout qu'il n'y ait personne qui n'ait aucune action dedans. Quoi. Voilà. Myriam ? Moi, j'avoue, j'étais sûre que j'allais être la gauchiste de l'émission. Moi, je suis assez choquée par vos propos. Je n'arrive pas à entendre, je ne sais pas qui aujourd'hui peut prétendre être un Français de souche. C'est vrai que Garen, il est d'origine arménienne. Comme vous le dites, mais moi je sais très bien ce que c'est qu'un Français de souche. On a tous des origines. Non mais ça veut dire quoi être Français de souche? Un Français de souche, c'est quelqu'un qui a plus de noms de sa famille sur les monuments aux morts que dans les registres de la CAF. Non mais d'accord, mais là non mais... Ah, il l'avait préparé, ça. Ah là là, bravo, moi je dis bravo pour la punchline. Bravo, Garen, t'es le meilleur. J'ai eu 4 procès à cause de cette phrase, donc... On est dans mais non, sauf que tout a été classé sans suite. Donc non mais on est dans le cliché le plus total, donc moi je veux bien, mais je trouve les ça... clichés sont vrais, peut-être. Non, là ils sont faux pour le coup, et je trouve ça... Pour le coup, moi quand j'entends ça, je suis à côté de Magid, quelqu'un que... Non, mais j'ai pas mal pris. Non, mais quelqu'un que je respecte énormément parce qu'il a un courage... énorme, et entendre dire qu'il n'est pas français de souche et qu'il est, voilà... Il aurait moins de droits. Il est moins souci... Parce que moi, c'est ça veut dire non, ça ne veut pas dire qu'on a moins de droits. Ça ne veut pas dire qu'on a moins de droits. Non, mais ça voudrait dire que... Ça veut dire qu'il y a un peuple ici qui a un substrat qui est là depuis 1000 ans. Qui est français de souche? Non, mais en fait, l'histoire de France, c'est pas... Statistiquement, il y a une femme donc qui je suis pas s'appelle une française de souche, puisque j'ai des origines il y a une définition, italiennes. Il y a une définition de Michel Tribala, qui est une chercheuse assez connue, qui vient de la gauche pourtant, et qui n'est pas du tout considérée comme d'extrême droite. Elle avait défini le français de souche, elle avait renommé différemment, elle appelait ça les Français au carré, quand les 4 grands-parents sont nés en France. Voilà, ça par exemple, c'est une des définitions. Français de souche, c'est donc pas c'est une génération. Enfin, les 4 grands-parents qui c'est sont donc français. 2 générations. Jusqu'à 3 générations, en fait. Oui, 1, 2, 3, oui. Et par exemple, les grands-parents qui sont nés en Algérie sous l'occupation française. Des Français. Oui, bien sûr, bonne question. Mais c'était des Français. Qui se sont combattus. C'était des Français. Attends. Est-ce que ce sont des Français de souche qui n'ont pas forcément descendants de Harki, qui n'ont pas forcément le faciès du français de souche tel que vous l'entendez, l'objectif, puisqu'ils peuvent être typés, ça c'est une critique qu'on peut entendre. Donc, et qui peuvent ne pas avoir aussi la religion catholique, comme un français de souche, à votre sens, devrait l'avoir. En fait, c'est très simple. C'est pas une question de valeur ou de courage. D'ailleurs, je pense que Magid, c'est ça? Magid, ouais. Il doit être d'accord avec moi. En fait, c'est une question de définition. En fait, quand vous commencez à en diluer, à rendre obscur ce que c'est un Français de souche, etc., en fait, le truc, c'est que vous heurtez directement les Français qui sont là depuis des millénaires. Et je veux dire de manière générale, je vais dire les Occidentaux. Voilà, parce qu'effectivement, il y a eu de l'immigration dans l'Europe et dans la France. Entre Occidentaux, là, il y a des Anglais, des Espagnols, des Italiens, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que génétiquement, culturellement, spirituellement, on a été quand même assez unis au travers des années et des siècles. Et en fait, c'est pour ça que l'intégration de ces populations, elle est assez facile. Et d'ailleurs, je vais dire autre chose, c'est que les gens qui sont même catholiques, mais qui sont extra-européens, voilà, comme Garen par exemple, sont plus faciles, parce que c'est des gens qui ont notre socle de valeurs, tout simplement. Voilà. Mais je répète une chose, c'est que ça n'a rien à voir avec la valeur des gens de dire
que Magine n'est pas un Français de souche. C'est juste que... Entre des Français de souche d'LFI, les copains de Caron, et un Jean Messia, par exemple, excuse-moi... Je peux faire Jean Messia, mais ça n'empêche que ce n'est pas un Français de souche. Voilà, en fait, Pardon. Ne pas être français de souche, c'est pas une insulte. Voilà. C'est pas grave de pas être français de souche. C'est ça que je veux dire. La preuve, tu l'es pas. Bah oui, et à aucun moment j'ai prétendu l'être, surtout. Ouais. Moi, je sais très bien ce que c'est qu'un français de souche parce que je n'en suis pas un, justement. J'aime pas en parler en général parce que j'aime pas parler de mes origines, mais je suis tellement assimilé que je n'arrive même plus à me considérer comme. Mais Tu te sens breton. Je me sens breton, beurre demi-sel. Et moi, ça. C'est la blague. Et donc, ne pas être français de souche, c'est pas grave, c'est pas un problème. Il y a un moment, par contre, quand il y a moins en moins de Français de souche et de plus en plus d'immigrés extra-européens qui viennent avec leur culture, leur civilisation, leurs mœurs, qui les imposent. Leur religion, c'est ça que tu veux Et dire. leur religion aussi, mais c'est un tout. C'est civilisationnel. Il y a des civilisations qui vont s'assimiler plus facilement en France. C'est vrai, effectivement, un Italien ou un Polonais, ça va être plus simple de l'assimiler en France qu'un Ouzbek ou un Afghan. C'est logique, en fait, si vous y réfléchissez. Non, mais les ça, on est peuples, d'accord, les moi, peuples, je suis les totalement peuples d'accord existent avec depuis ça. 50 000 ans. Moi, Et je c'est pense que ce qui est inaudible, franchement, ne le prenez pas mal, mais c'est quand vous vous mettez à parler de génétique et de vouloir préserver une génétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux façons de présenter ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une arabe ou orientale Faites la fixette sur ça, alors que c'est pas du tout ça. Une arabe ou orientale qui dit « je veux un homme qui me ressemble au niveau couleur de peau pour avoir des enfants comme ça », c'est un goût amoureux. Une femme noire ou un homme noir qui dit la même chose vis-à-vis du vis-à-vis pour avoir des enfants de la même couleur, c'est un goût amoureux. Et c'est vrai que, d'un point de vue médiatique, une personne blanche qui dit « je veux préserver les blancs », et je commande juste d'un point de vue technique, vraiment, je vous dis, c'est plutôt inaudible. Moi, je pense que le bon... Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu vous en pensez ça, là ? Parce que d'un point de vue technique, moi, je suis pas un Français de souche, et donc je ne peux pas avoir cet enjeu en tête de me dire « je dois préserver les blancs », je ne fonctionne pas comme ça, mais j'essaie de raisonner de façon efficace. Par exemple, quand je vois des fois sur Twitter des gens qui disent « regardez cette équipe de France, il y a 9 joueurs sur 11 ». C'était Pierre Ménès à la place d'Hugo, d'ailleurs. Oui, moi, je me dis... Et on lui a cherché beaucoup de noises. Moi, je me dis, à un moment donné, en fait, vous allez faire que perdre à commenter ça, parce que d'abord, quand il y a des rares personnes de couleur qui défendent la France à travers un domaine... Pierre Ménès, pardon, il avait tort selon vous. En équipe de France, il faut mettre les meilleurs à chaque poste. Et s'il s'avère que le foot est un sport tellement populaire, notamment dans les banlieues, que c'est Mike Maignan le meilleur gardien plutôt que Chevalier, et ben c'est Mike Maignan qui est un sportif. Voilà. Mbappé, c'est le meilleur faut dire la vérité. Il n'y a pas de Mbappé entre guillemets pour l'instant blanc. Voilà, c'est ça en équivalent en équipe de France. Mais je pense vraiment qu'il y a que des coups à prendre en fait à vouloir. Alors déjà, sur l'équipe de France. Déjà, je vais revenir légèrement en arrière. En fait, on a tout un débat sur les Français de souche, mais en fait, moi j'ai envie de vous dire, c'est très simple. Si vous aimez la France, vous aimez les Français de souche, parce que c'est nous qui avons bâti ce pays, tout simplement. Oui, bien sûr. Et moi, je respecte et je donc les aime, du coup, vous voulez protéger. Ils ont bâti la France. Est-ce que j'ai dit que ? Non, je dis majoritairement. Non, mais moi, en fait, je trouve que vous êtes très excluant, excusez-moi. Oui, vous êtes très je vais finir quand même ce que je voulais dire au début. Liberté, c'est un peu ça. Faut que je finisse quand même, j'ai pas parlé tout à l'heure. Il faut accepter aussi l'interruption. Après, je vous laisse parler. Juste, je veux dire, à un moment où on n'a que des politiques qui font tout pour que nous nous divisions, pour que nous nous tapions dessus, je trouve que ce genre de discours ne fait qu'aller dans leur sens. C'est-à-dire que ces gens-là veulent le chaos et qu'on soit tous divisés. Ce genre de discours leur donne raison. Allez, Hugo, tu réponds et ensuite Alice. Ouais. Je t'en prie, Alice, vas-y. Moi, je pense Honneur aux dames. Non, mais je pense qu'il y a un réflexe assez logique face à un grand remplacement aussi dont on ne veut pas. C'est aussi épidermique. Là, tu réponds à Myriam. Oui, non, mais oui. Mais parce qu'il y a un moment, il y a aussi ça qui rentre en jeu. Quand vous allez en Asie, vous avez envie de voir des Asiatiques. Quand vous allez en Afrique, vous n'avez pas envie de voir une forme de colonisation européenne. Voilà. Et dont d'ailleurs, un certain nombre d'Africains se sont débarrassés. Et ben, quand on arrive aussi en France et en Europe, c'est normal qu'on va voir aussi des traditions et qu'on va voir un peuple qui majoritairement ressemble à ce qu'on a l'idée aussi des Français. Quand moi j'allais en Europe de l'Est, j'avais envie de voir aussi des orthodoxes, voilà. Et c'est un petit peu ça aussi. Je pense qu'il y a un réflexe qui est vraiment compréhensible et que moi je partage sur le fait qu'aujourd'hui on a la sensation qu'on est en France et qu'on n'est plus en France. On est dépossédés. On n'est plus en France. On est dépossédés. Il y a une question de nombre aussi. Il y a cette chose-là. Et oui, et si aujourd'hui on revient à une volonté parfois même ethnique, c'est aussi parce que, à force de nous avoir fait bouffer, du vivre ensemble depuis qu'on est au collège et qu'on nous explique qu'en fait tout ça se passe bien et qu'en fait quand vous avez 12 ans vous vous rendez compte dans les rues de Paris qu'en fait ça se passe pas si bien que ça. Eh bien c'est normal qu'il y ait un moment on ait aussi envie d'un retour. J'aimerais que tu répondes quand même, Myriam, parce que en effet, moi je vais un peu me faire l'avocat de Myriam.
Je peux quand même aussi entendre je que... défends très bien. Oui, mais je peux aussi avoir un avis assez partagé avec celui de Myriam. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en effet, ne te ressemblent pas, ne nous ressemblent pas et ont peut-être fait plus pour la France que beaucoup de gens qui nous ressemblent. Vous faites la fixette sur la question ethnique. Mais en réalité, moi, j'ai juste dit que le peuple français, voilà, c'est ethnique, culturel, c'est un ensemble. C'est un tout. Et en réalité, mais moi, vous croyez, moi, j'ai évolué, je pense... Peut-être pas comparé à Magid, mais moi j'ai évolué dans des endroits beaucoup plus multiculturels, je pense, que énormément d'entre vous, parce que moi j'ai fait toute ma vie dans les arts martiaux. Les arts martiaux, aujourd'hui, il y a extrêmement d'extra-européens, de musulmans. Donc bien sûr, moi j'ai des amitiés avec des gens, on va dire les termes qui sont pas blancs et catholiques, voilà. Est-ce que j'ai méprise et donc avec qui voilà, est-ce que j'ai méprise, est-ce que j'ai envie de, je sais pas moi, parce que c'est ça en fait, en sous-titre, vous parlez de la, voilà, vous faites l'obsession sur la race, mais en réalité c'est qu'un paramètre important, il faut pas l'enlever, mais c'est un paramètre parmi tant d'autres. Et juste pour terminer, en fait sur un truc assez important, c'est que ces fameuses personnes de qualité qui sont extra-européennes, etc., et qui apportent à la France. Mais moi, même, si je suis en Pologne, je vais dans l'intérêt de la Pologne sur certains sujets. Si demain il y a un problème en Pologne, j'aiderai les Polonais à le surmonter parce que j'aime les Polonais et la Pologne. Donc en fait, moi, je me sers la propre soupe que je vous propose. D'accord ? Donc en fait, c'est très simple. Si vous aimez la France, vous devez aimer et supporter les Français de souche. Et ça ne veut pas dire mettre les autres extra-européens de côté. C'est que vous avez choisi d'être là. D'accord, parce qu'ici c'est mieux, d'après vos critères, parce que vous êtes là. Moi j'ai grandi ici. Non mais je dis vous, en gros les extra-européens, tu vois. L'immigration, on va quand même revenir un peu à la base, parce qu'il y a quand même une époque où nous avions des négriers qui allaient notamment au Maroc chercher les gens en mettant un tampon vert sur ceux qui pouvaient venir en France parce qu'ils étaient de bonne constitution et un tampon rouge sur les autres. C'est des choses qui ont existé et c'est comme ça que ça s'est passé après la guerre. Donc quand vous dites vous êtes venu là parce que vous avez choisi d'être... Oui, alors bon... Non, mais c'est quand même... Il y a combien d'années déjà ? Non, mais elle parle de la presse. C'est quand même important parce que c'est des points historiques. Il y a combien d'années, madame ? Non, il y a des années 50. Aujourd'hui, il n'y a pas d'esclavagistes. Pas tous ensemble. Ils ont été payés, ils sont venus travailler, ils ont touché un salaire, ils ont eu des retraites. C'est pas du tout des négriers. Ils étaient dans des pays qui étaient en train d'être décolonialisés. Ah ouais, bien sûr. Au Maroc. Oui. Alors, sauf qu'en fait, on leur a proposé de venir travailler en France contre salaire et logement. Je rappelle, ils ont été payés. Un négrier, c'est quelqu'un qui fait venir des esclaves. Personne n'a été esclave. Personne n'a été esclave. Vous avez monsieur qui dit vous êtes venu en France parce que vous avez... C'est devenu madame Myriam et c'est devenu monsieur. Non, mais c'est pas vrai. Moi, Myriam, madame, tout me va. Je vais essayer de faire un commentaire pour essayer de un peu mettre tout le monde d'accord. Je pense que les personnes de bonne volonté se rendent compte qu'il y a un problème en France, notamment avec l'immigration. C'est pas normal d'accepter l'immigration clandestine. Il y a un sujet sur quelle immigration pose problème, parce que c'est vrai qu'il y a certaines immigrations discrètes qui ne posent pas de soucis. Il y en a d'autres qui agitent des drapeaux de leur pays d'origine dès que leur pays gagne un match de foot, ou d'ailleurs leur père ou fait match nul, ou même le match est annulé, peu importe. C'est un prétexte. Il n'y a pas de match. Il y a des cortèges de mariage, c'est toujours un peu avec les mêmes drapeaux. Les mariages qui dégénèrent le plus, et ça finit en remake de Fast and Furious, on sait très bien. Ok, ça j'entends bien. Moi je pense une chose, c'est le but c'est de trouver une solution à tous les problèmes et que la France aille mieux. On veut tous un peu ça. Je pense que quand on regarde actuellement l'état du discours politique et de la politique par rapport à l'immigration, moi par exemple qui suis un Français d'origine maghrébine, un arabe comme on dit, voilà, je me dis à la fois j'ai les partis de gauche qui, et franchement je ne veux vraiment pas caricaturer, mais je vois ça depuis toujours à la télévision. Par exemple, quand il faut monter sur une estrade quelqu'un qui a mes origines africaines ou maghrébines, c'est peut-être le hasard, hein, peut-être qu'à chaque fois je zappe toujours au mauvais moment, je suis au mauvais moment devant ma télé à chaque fois. Ils font venir quelqu'un qui a mon patronyme, mon faciès, pratiquement tout le temps, c'est pour se plaindre de la vilaine France et lui réclamer des subventions et donc faire les poches des Français, se plaindre de l'histoire de France, la culture de la France, le passé de la France, compatir avec des voyous, avec des terroristes, et en parallèle tenir un discours anti-autorité et anti-police. Et quand je vois qu'à droite, et c'est là que je vous parle un peu en termes de stratégie,
je vois qu'en général, des faux courageux critiquent l'immigration tout court, parce qu'en fait, ils disent l'immigration, mais pourquoi des Français d'origine portugaise, polonaise, vietnamienne, ils devraient entendre de politiciens qui leur disent l'immigration est un problème, alors que ce sont des populations extrêmement assimilables, extrêmement pacifiques, etc. Je sais bien, mais en fait, le mot immigration en tant que tel, peut-être qu'en réalité, c'est un faux mot, c'est comme le mot jeune, pour pas dire racaille, c'est un faux mot qui cache une réalité qui est que peut-être ce débat sur la question des Français de souche, des Français extérieurs, etc., peut-être le vrai problème, c'est une question de culture et de comportement. Moi, je le dis, la majorité des Français, parmi les millions de Français anti-immigration en France qui votent, il suffit de les écouter, il suffit de lire et de religion peut-être ou pas? Oui, justement. J'aimerais qu'on en vienne à ton sujet. Il suffit de les écouter. Je ne parle pas du trollage, mais de leurs vraies raisons. Ils ont davantage un problème avec des comportements soit criminels, des taux de criminalité anormalement élevés, pratiquement toujours qui vient d'un même type de modèle de culture, ou alors des comportements inciviques qui ne sont pas facilement renseignables à la police ou par la justice. Par exemple, c'est une espèce d'endogamie, un entre-soi, ne pas se faire ami avec des gens parce qu'on a appris dans sa culture religieuse que les mécréants ne sont pas de ta religion et donc tu dois en permanence... Je suis persuadé qu'il y a plein de Français de souche en France, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, je suis persuadé qu'ils vivent dans des cités en France, ils sont complètement minoritaires, ils sont entourés de gens qui refusent de les avoir pour amis et au maximum leur disent juste bonjour comme ça, considèrent qu'il y a une espèce de barrière culturelle à ne pas franchir avec ces gens-là et mettent un ordre... Hugo, il parle même de déchristianisation. Moi, j'aimerais bien combattre. C'est même plus que ça, c'est-à-dire à un moment donné, les cultures différentes, pour moi, elles peuvent vivre sur un même territoire que si elles sont un minimum compatibles. Et quand vous avez une culture extérieure qui est le total contraire de nos valeurs et de nos mœurs. Par exemple, c'est la haine des femmes, une extrême misogynie, la totale déresponsabilisation des gens, parce que par exemple, depuis tout petit, les enfants, on leur apprend que le diable leur a fait faire leurs mauvaises actions, le destin divin leur a fait faire leurs mauvaises actions, on les envoie chez un marabout au lieu de les envoyer chez un psy quand ils ont un problème psychologique. Peut-être que ces populations à échelle macroscopique, il y a davantage de voyous parmi eux. Je comprends bien tout ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que si vraiment on veut essayer d'avancer et de trouver une solution juste, je pense sincèrement, j'ai compris ce que vous voulez dire, mais je comprends aussi ce que veut dire Myriam, que c'est pas bien stratégiquement, je pense, de vouloir dire préserver une génétique. Alors il va répondre là-dessus. Je ne nie pas. Regarde, à la fois, je reconnais les Français de souche et j'aime les Français de souche comme tous les Français. Hugo va répondre maintenant. Si, parce que j'ai dit c'est quoi la question parce que... La génétique, c'est maladroit de ta part d'employer ce terme. Mais en fait, je vais me répéter encore une fois, mais en fait, c'est simple. Quand vous êtes identitaire, vous estimez que le français, il coche plusieurs cases, comme l'algérien, comme le japonais, le chinois, que sais-je. Et en fait, c'est juste que moi, je reconnais le peuple qui est européen, d'accord, français, toi aussi. Mais en fait, on est d'accord sur tout. C'est pour ça que je comprends pas trop de quoi on parle. En réalité. Parle de stratégie. Je parle de dire c'est inaudible. C'est inaudible auprès des gens. Et en même temps, j'admets la vérité. J'ai dit si un noir ou une arabe disent je veux quelqu'un qui me ressemble et faire des enfants qui ont notre couleur de peau, ça passe. Ça s'appelle un goût amoureux. Vous, ça s'appelle le début du Troisième Reich. J'y peux rien. C'est comme ça que c'est présenté. Sur ça, on est d'accord. Mais du coup, le stratégiquement parlant, en fait, moi, je sais pas si vous avez remarqué, je suis pas dans une logique d'élection. Je suis pas un peu. Et vous m'avez dit qu'aimer les vôtres, ça ne veut pas dire me détester moi. Exactement. Je suis pas un adorateur du Troisième Reich. J'entends bien. Simplement. Je vous dis que c'est présenté ainsi malheureusement médiatiquement en France. Du coup, mais comme je répète, en fait, notre pays est à feu à sang. Nos femmes, nos enfants sont violés. Il n'y a plus aucune justice. On paye des taxes dignes de la Russie bolchevique. Et en fait, nous, on est en train de discuter du sexe des anges. Et en fait, vous êtes en train d'essayer de qu'est-ce que c'est un Français de souche, machin. Moi, j'ai pas le temps en fait de parler de tout ça. Je vous dis pourquoi. C'est parce que les Français de souche, ils existent. Moi, je sais parce que j'en suis un. D'accord. Vous le reconnaissez vous-même. Et en fait, vous dites la même chose que moi. Vous voulez préserver la France et les Français, donc les Français de souche, et sans exclure forcément les citoyens français d'origine extra-européenne qui sont pour les Français de souche et la France. Ça, on est d'accord. Mais en attendant, stratégiquement parlant, moi, je veux gagner aucune élection. Et moi, je veux inspirer des jeunes hommes et des jeunes femmes en fait à préserver leur culture, leur histoire, leur religion. J'aimerais qu'on parle de religion parce qu'on parle beaucoup de différences de culture. Et du coup, juste je finis sur ça très rapidement. Et en fait, c'est très simple. Moi, je veux pas être élu, donc je dis ce que je veux. Moi, je parle pas de stratégie. Moi, pareil, je vais pas. Le RN, Reconquête, etc. Moi, je roule pas pour eux non plus. Moi, s'ils disent des choses bien pour moi, c'est très bien. S'ils disent des choses qui sont contre les Français de souche,
Je répète, d'accord, parce que c'est ça pour moi le plus important. Et c'est pas d'être raciste ou être excluer des gens, etc. J'ai jamais eu un discours en fait, moi, je me bats pour les miens. Est-ce que c'est honteux? Je sais bien. C'est pas honteux. J'ai dit que c'était pas honteux. Donc, du coup, moi, je me bats pour les miens. J'en suis très fier. Je ferai jusqu'au bout. Pour un Emmanuel Macron qui peut être considéré comme un Français de souche que pour un Éric Zemmour qui n'est pas du tout un Français de souche. Fuck Macron. Non, mais c'est intéressant. Oui, j'ai entendu. Bah, de facto, non, parce que Éric Zemmour, lui, il est pour les Français de souche. Donc forcément, je suis plus du côté d'Éric Zemmour. C'est logique, ça me paraît tout à fait logique. En fait, vous avez une réflexion purement raciale, que moi, je n'ai pas. D'après ce que vous dites, oui. Raciale. Ah non, moi, j'ai dit que... C'est ça qui m'embête dans votre... Oui, mais ça, je pense, c'est un manque ou d'expression de ma part ou de réflexion de votre part. Je ne dirais pas quoi, mais... Je ne pense pas que ce soit de réflexion de ma part. Mais voilà. Et du coup, sur la décristallisation, du coup. C'est vous qui avez décrit le Français de souche avec des caractéristiques. On va parler de la décristallisation, on s'entendra mieux, je pense. En fait, vous savez ce que je pense? Je pense que l'identitarisme, je pense que c'est un peu un mot qui a été mis par des médias et par la politique pour culpabiliser l'amour de son pays, même l'amour des siens. Et je pense que ça a été appelé identitarisme comme une espèce de régression ou de passéisme, c'est-à-dire on veut figer un modèle culturel du passé et on ne veut pas le faire évoluer, on considère comme rétrograde et aussi ne pas aimer les siens. Moi, je pense sincèrement que peut-être parce que je ne suis pas blanc, excusez-moi de revenir là-dessus, peut-être que je ne peux pas avoir... j'ai l'impression que l'identitarisme, c'est pas facile pour moi d'y mettre un côté pigmentation de peau, vous voyez. Mais j'ai l'impression de cocher toutes les autres cases du patriotisme. J'ose espérer avoir fait plus de bien à la France que d'avoir fait de mal. Parlons un instant de votre livre, parce que j'aimerais qu'on bascule justement sur la religion aussi. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Ex-musulman, le guide de survie, je le disais en entrée, aux éditions Libertaria. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? En fait, avant d'écrire moi, quand j'ai quitté l'islam à l'âge de 18-19 ans, sur le papier, dans les lois françaises, il y avait écrit « Tu crois ce que tu veux en France, si tu veux quitter ta religion, sur le papier, oui. » Mais dans la réalité, les ex-musulmans, c'est tabou, ça l'était beaucoup à l'époque. Personne n'ose le dire parce que même en France, on peut être persécuté. D'ailleurs, dans le premier chapitre de mon livre « Ex-musulman, le guide de survie », je donne des exemples de femmes en France et d'hommes en France, ex-musulmans qui ont quitté l'islam et qui ont été agressés parce qu'ils ont mangé en pleine rue, dans les rues de la France laïque, de la France humaniste du XXe siècle, XXIe siècle. C'est totalement anormal. Ils ont subi des agressions, même parfois très graves, avec hospitalisation, avec opération chirurgicale. Il y a également des femmes qui se sont mis en couple avec un Français de souche ou un Français chrétien catholiques qui ont été kidnappés par leur famille, tondus, frappés, c'est complètement anormal. Et aussi, j'avais cette intuition sociologique et également politique de me dire que l'islam est un danger pour la France et ce que l'islam n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire culturellement s'installer dans n'importe quel pays du monde et réussir à... C'est pas compatible avec la République, d'après vous, c'est ça? Alors la République, c'est juste avec la France. En fait, la République, c'est juste un modèle d'organisation politique. Moi, je déifie pas la République. Il y a une République iranienne, j'ai envie de vous dire. Mais les fondements et les valeurs de la France... Islamique d'Iran. Non, mais les fondements et les valeurs de la France, un minimum, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, c'est-à-dire la liberté de penser, c'est-à-dire la liberté d'aimer qui on veut. Rien que ça, l'islam nie ça, puisque l'islam est une religion inégalitaire entre les hommes et les femmes, à l'avantage des hommes. C'est difficile de quitter cette religion? Bien sûr que c'est difficile, parce que le fondement même de cette religion, c'est un livre dans lequel le Dieu Allah a dit, comme première information dans ce livre, sous forme de narration historique ou sous forme juridique, que les non-musulmans vont en enfer pour l'éternité, ils seront torturés en enfer pour l'éternité. Et même si la plupart des musulmans en France n'appliquent pas ça, ils font pas un djihad de ça, c'est quand même un substrat idéologique et culturel qui vit dans l'inconscient des masses des musulmans. Et après, il faut pas s'étonner si, par exemple, il y a une chasse aux sorcières, mais c'est un secret de polichinelle, en fait. Voilà, il y a une chasse aux sorcières, au moins intellectuelle, si je puis dire, si ce n'est sociologique, envers les ex-musulmans. Dans les pays islamiques, il y a la peine de mort, des peines d'emprisonnement. Oui, également aussi. Moi, je comprends une chose. Je peux comprendre que le sujet islam, quand j'ai commencé à en parler, je peux comprendre qu'il y a plein de gens qui disent « Mais pourquoi tu nous emmerdes avec tes histoires de analyser le grimoire du 7e siècle, c'est digne d'une joute verbale de deux bibliothécaires un samedi à 2h du matin sur France Télévisions. » En théorie, mais en pratique, le sujet de l'islam, derrière, c'est le sujet de l'immigration, c'est le sujet du peuple français et de ce qui l'unit, notamment par son identité, mais identité d'un point de vue culturel, etc. Et du coup, il y a beaucoup plus d'importance, le sujet islam a beaucoup plus d'importance qu'on le pense d'un point de vue... Alice Cordier, justement, chez Nemesis, alors vous, on ne peut pas vous suspecter d'être pro-islam, mais justement, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans la caricature parfois? Non, parce que... non, mais d'abord, Majid, vous faites un travail exceptionnel. On se suit depuis de nombreuses années et vous avez un courage, honnêtement, je vous le dis sans limite, parce que quand on connaît un tout petit peu
le Coran, et vous l'avez bien Les expliqué. filles de Némésis aussi ont un courage sans limite. Je vous ai vu faire des C'est vrai. On fera des actions ensemble alors à l'avenir. Ok. Et pourquoi vraiment, pas Tu Non, pourras non, te vraiment. voiler avec les filles de Némésis. Non, non, mais on fera. Même si t'es pas un Français de souche. On travaillera ensemble évidemment, mais en fait, vous le dites, enfin tu le dis très bien. L'étude du Coran, elle est essentielle pour eux, parce qu'en fait, le Coran, contrairement par exemple au catholicisme, c'est la parole de Dieu en direct. Elle n'est pas interprétable, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la changer. Donc ce que dit le Coran à la lettre doit être appliqué à la lettre, en fait. Et aussi, il y a des Français qui ont souvent ressenti un malaise vis-à-vis de l'islam. Et en fait, c'est vis-à-vis de la cohabitation qui est un faux vivre ensemble. En vérité, c'est un vivre à côté les uns des autres qui va se transformer un jour en s'entretuer les uns les autres. Et en fait, moi, j'ai voulu apporter une base intellectuelle sur cette intuition sociologique de plein de gens, de sentir que, bizarrement, quand il y a d'autres cultures non islamiques, c'est-à-dire Amérique du Sud, Asie, comme les Vietnamiens, des Japonais, il y a toujours une possibilité de bien s'entendre, il n'y a pas une incompatibilité. Et cette religion islamique particulière est tellement, pas seulement différente, mais vraiment antagonique à la culture occidentale. Et c'est ça, en fait, qui vraiment fait qu'il y a un réel problème. C'est pour ça qu'en réalité, je pense que le débat de l'immigration cache en réalité un sous-débat qui est, parce que je suis persuadé que la plupart de l'immigration polonaise en France, l'immigration vietnamienne en France, personne ne s'en plaint. Voilà, mais moi, je me dis que c'est la mauvaise image, par exemple, des gens qui ont mon faciès, qui ont mon nom, il faut dire. D'ailleurs, c'est pas un sujet tumultueux. Des gens de gauche comme des gens de droite peuvent admettre que les Arabes, par exemple, allez, disons-le franchement, ont une plutôt mauvaise image plutôt qu'une bonne image dans le monde occidental. Moi, je me dis, quand je me mets à la place d'un Français de souche, je me dis à la fois, il y a les taux de criminalité anormalement élevés de certaines populations, de certaines aires culturelles, à la fois au quotidien sur Internet, à travers des vidéos virales, ils entendent des discours anti-France, ils voient des comportements inciviques, ils voient n'importe quoi. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, même les gens qui sont censés me représenter, entre guillemets, à chaque fois je les vois à la télévision, c'est trop souvent avec un discours conflictuel et plaintif pour critiquer la France, pour défendre des voyous. Et j'en peux plus, moi, de ça. Vraiment, j'en peux plus. Tu es raciste, imagine. Non, toi, tu ne peux pas l'être. Moi, je le suis. Tu fais référence au Christ, tu vas même sur ton... Bien sûr. Moi, je suis agnostique, mais c'est tu pas... mets un drapeau on va en pas dire avant, que on je l'a déteste vu. les chrétiens ou que je respecte pas. Sur l'islam, j'en doute pas. quelle est ton opinion ? Alors, moi, je mène un combat positif. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, autour de la table, et d'ailleurs, de manière générale, dans on va dire, la dissidence ou la droite, on est beaucoup dans la critique et la dénonciation, ce que j'entends et ce que j'encourage, bien sûr. Mais en réalité, moi, mon travail, il est d'amener, en fait, sur des sujets positifs, c'est-à-dire inciter les gens à retourner vers le Christ, à faire des enfants. Bien sûr que j'ai un avis sur l'islam, sur le judaïsme, sur le bouddhisme, sur les différentes nationalités qui pullulent dans la France. Heureusement et malheureusement, ça dépend lesquelles, bien sûr. Mais moi, non, mon travail, il est d'être dans la positivité, d'être le père de famille, d'accord, catholique, français, qui se bat pour son pays, pour ses valeurs. Donc en fait, tous ces sujets-là, je les laisse à mes camarades qui sont à côté de moi, d'accord, parce qu'en fait, eux, alors, ils font en partie ce que je fais, mais ils font pas totalement toi, ce tu que dis je qu'il ne fais. peut pas exister une identité française forte sans un socle chrétien. Il faut en fait être maître chez nous, que ce soit d'un point de vue démographique, que ce soit d'un point de vue culturel, que ce soit d'un point de vue spirituel. Et il faut, moi je suis contre la France laïque, d'accord. Je suis pour une France qui a plusieurs religions, certes, mais la religion maître, ça doit être la religion originelle des Français, des Européens, et c'est la religion du Christ, seule et unique. Voilà. Garen ? Sur la question de l'islam, en fait, j'aimerais ne pas avoir à en parler. Mais en fait, on est obligé d'en parler parce qu'aujourd'hui, on a en France entre 8 et 10% de Français qui sont de religion musulmane. Et que cette religion musulmane amène avec elle tout un lot de désagréments. Premièrement, l'abattage halal. Vous savez qu'à chaque fois que vous mangez de la viande halal, que vous le sachiez ou non, vous financez l'islam. Parce qu'à chaque fois, vous payez une taxe en mangeant halal. Aujourd'hui, on a un gros problème. Beaucoup de fast-food deviennent halal. Je n'ai pas envie de financer l'islamisation de la France. Voilà.
il y a le halal. Derrière, il y a bien sûr les attentats, l'islamisation, le prosélytisme, les petites filles voilées de 5 ans. C'est l'islam, le problème, c'est le nombre de musulmans. Le problème n'est pas une question d'islam, c'est un problème d'immigration. Si on n'avait pas fait venir autant de millions de musulmans en France sur les 40 dernières années, on n'aurait pas ce débat. Majid ne serait pas là en train d'en discuter parce qu'il n'y aurait pas de problème d'islam s'il n'y avait pas autant de musulmans en France. En France, je rappelle, avant 1950, le taux de musulmans, ça doit être 0,01% en France métropolitaine, je parle. On a un problème parce qu'on a fait venir des millions et des millions de gens qui ont une religion qui est à l'encontre de toutes nos valeurs européennes, françaises. République par république, c'est même pas la question. Chez nous, les femmes et les hommes sont égaux. Dans l'islam, non. Dans l'islam, un homme a le droit de battre sa femme si elle lui désobéit. Dans l'islam, une femme a le droit à la moitié de l'héritage par rapport à l'homme. Il y a tout un tas de règles qui font que l'égalité n'existe pas. Dans l'islam, on tue les homosexuels. Voilà, c'est dans la plupart des pays musulmans qui appliquent la charia, on tue les homosexuels, à minima, on les met en prison. C'est pas nos valeurs. Nous, on a un pays de liberté. Même à l'époque où le catholicisme régnait sur la France, on ne tuait pas les homosexuels en France. On n'a jamais assassiné les homosexuels, que je sache. Donc le problème, c'est l'immigration. Tout vient, et tu l'as dit aussi Majid, tout vient de l'immigration de masse qu'on a subie depuis plus de 40 ans. Maintenant, ça va faire depuis les années 60-70 qu'on a une immigration de masse qui s'accélère. Les chiffres de l'immigration sont tombés la semaine dernière. 2025, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, la France n'a jamais reçu de toute son histoire, autant d'immigration légale. 380 000 immigrés qui sont rentrés dans le pays. Majoritairement de pays extra-européens, moyen-orientaux, africains. Il y a un moment, c'est une folie. On est en train de courir en avant. Personne ne fait rien. Mais personne ne fait rien. Le truc, c'est que j'estime pas qu'on l'a subi, en fait. Pour moi, c'est provoqué. C'est les chefs d'État qui sont... même pas. C'est en étant dans cette Union européenne où on fait partie de l'espace Schengen. C'est des politiques... Ce sont des fonctionnaires qui décident de la politique migratoire de la France. Ce sont des associations. Non, c'est les électeurs. Parce que si tu regardes les 6 grandes dernières élections nationales en France, élections nationales, les premiers tours... européenne, présidentielle, législative. Donc il y a tout le spectre, il y a le choix de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je suis désolé, mais les 2/3 à chaque fois des électeurs votent pour des partis, je suis désolé, en général c'est plutôt de gauche à centre et un peu droit, qui ne proposent par exemple rien comme aggravation substantielle des peines envers les criminels, pour prendre l'exemple de l'insécurité et de la criminalité. Et donc, s'ils votent comme ça pour les 2/3 pour des partis qui ne proposent rien, à part des slogans du genre on va restaurer la confiance entre les Français et leur justice, mais c'est juste un slogan, ou parler de plus de finances et plus de moyens et plus de magistrats, mais même si tu mets 2 fois plus de magistrats, il y a 2 fois plus de magistrats avec les mêmes lois laxistes qui fait qu'on libère pour la 40e ou 50e fois des voyous et des criminels parce que qui n'a pas le droit à une 147e chance. Et en réalité, moi je considère que la justice, elle n'est pas laxiste en fait, la justice en réalité, elle est le reflet des votes démocratiques des gens. Et donc ça, comme l'Union européenne qui nous impose des choses, en fait, c'est les électeurs qui veulent ça. Regarde. Donc, tu veux dire que les Français sont responsables de ce qui leur arrive? Ils sont responsables pour les 2/3. En fait, il n'a pas l'air d'accord. Non, pas du tout. Les Français sont responsables d'avoir voté, bien sûr, pour les pires présidents qu'on a enchaînés les uns après C'était les le Front autres. républicain aussi. C'était pas forcément une adhésion. 40 ans de Front républicain, à un moment, il y en a ras-le-bol. Et pourtant, les Français votent à chaque fois. Et par contre, les Français, quand tu leur poses la question individuellement, l'immigration, 70% contre, la justice, 70% qui trouvent qu'elle est laxiste, sur toutes les questions régaliennes, tu sais, quand tu poses la question aux Français, ils te disent qu'ils sont de droite en gros. En France, la France, c'est de droite à 70 à 80% sur tous les sujets majeurs. Sauf que les politiques arrivent en leur disant, moi je vous rappelle, Sarkozy 2007, le Karcher, tout ça. Sarkozy, en 2007, de 2007 à 2012, il double l'immigration par rapport à Lionel Jospin. Il double l'immigration. Les gens avaient voté pour la droite dure qui allait régler les problèmes. Le problème, c'est pas les Français. Ils peuvent voter à droite, à gauche, à droite, à gauche. À chaque fois, ils se font avoir. J'ai dit responsables. À chaque fois, ils se font avoir. Ils se font avoir. Et ils votent pour des programmes et on a l'inverse qui est appliqué. Je suis d'accord. On leur ment. Je ne peux même pas leur vouloir, on leur ment. Les Français ne votent pas, ils élisent d'ailleurs. Ils élisent des faiseurs de promesses qui vont leur mettre des coups de couteau dans le dos, je suis d'accord. Mais en fait, un Français, par exemple, ne peut pas se prononcer sur l'immigration, par exemple. Tu vois, pour prendre l'exemple de l'immigration, par exemple, c'est universel, on n'est même pas censé se focaliser sur la France. Je vais te décrire la pire et la meilleure immigration. Par exemple, je vais te décrire la meilleure immigration. La meilleure immigration, c'est quoi, par exemple? C'est une immigration, déjà,
qui est consentie par un peuple, par exemple qui vote par référendum pour l'accepter. Déjà, c'est pas le cas de la France. C'est une immigration qui vient dans des quantités raisonnables. Et hélas, en France, on a un pays déjà surendetté économiquement, en crise du logement, en crise de l'emploi, même en crise de l'identité. Comment veux-tu qu'on accueille des centaines de milliers de gens qui, en plus, doivent être aidés et qui sont majoritairement très pauvres, donc à trouver un logement, à trouver un emploi. Je suis d'accord avec ça. C'est également une immigration, une bonne immigration, par exemple, c'est une immigration, qui a une haute valeur ajoutée sur le marché du travail. Moi, je dis, le but, c'est pas que la France c'est l'inverse de l'immigration qu'on se fasse de l'argent sur le dos de l'immigration, mais quand on a une immigration qui est surreprésentée dans le chômage, etc. Et enfin, c'est une immigration qui se tient à carreau, car elle se sait virable à tout moment, au moindre écart. Et là, on est hélas dans le terrain juridique français où tu as des manifs de clandestins devant les flics, où tu as des... Parce que l'État n'est pas fort, c'est ça le problème. Oui, mais l'État, mais derrière, c'est aux Français de voter autrement, en fait. C'est l'État qui n'a pas cette volonté et dont le but est de créer le chaos à tout bout. Vous voyez les choses dans les mois qui viennent, là, avant la présidentielle. Il y en a qui ont peur d'une guerre civile à Brice, c'est Michel Onfray qui me disait ça là récemment. Faire plus d'immigration en 2026 qu'en 2025, je pense. Ah oui. Ouais, on va pouvoir. Je pense qu'on va taper les 400 000 légaux. C'est les 384 000 immigrés dont je parle, qui sont le record absolu. C'est des immigrés légaux. Ils sont venus légalement en France. Je ne parle pas de clandestins. Je ne parle même pas des 115 000 demandeurs d'asile qui sont arrivés en 2025. Pour moi, c'est une vraie stratégie de grand remplacement, tout simplement. Il faut dire les termes. Je pense que Renaud Camus, quand il a écrit son livre il y a des années, il avait tout à fait raison. Et en fait, la vraie stratégie... S'il vous plaît, dans le public, parce que sinon on n'entend pas. Allez, vas-y, Hugo. Faites attention. Et non, je pense que c'est une vraie stratégie de grand remplacement, mais dans leur esprit, c'est un grand remplacement d'électeurs, parce qu'en réalité, ils veulent faire venir ces gens, les légaliser, un peu comme on voit aux États-Unis. En fait, ils veulent que ça soit une masse de votants, parce que, vous savez, le grand remplacement et c'est pas une crise de l'identité, c'est... Donc toi, tu vas voter Éric Zemmour, quoi. Oui, ça c'est sûr, c'est quasiment certain. Est-ce que ça veut dire, parce que quand j'ai dit ça chez toi, avec toi, Eric, j'ai été traité après de talmudiste, peut-être ou des gars dans le complot, etc. Est-ce que je supporte 100% ce que dit Éric Zemmour, et notamment quand il parle du Christ? Alors absolument pas. Moi, je suis un amoureux du Christ et de la Vierge Marie, donc forcément, quand il dit que le Christ est mort et tout ça, bon, c'est pas quelque chose. Je crois qu'il a dit quelque chose dans ce sens-là. Forcément, je le supporte pas, mais sur plein d'autres choses, je le supporte parce que je pense qu'il dit de très bonnes choses. Mais voilà. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que moi je supporte quelqu'un qui n'est pas français de souche. Voilà. C'est ça que je voulais dire pour rebondir. Mais effectivement, je pense que c'est une stratégie de grand remplacement dans leur esprit de votants, pour qu'ils votent pour eux, tout simplement. Parce que quand on a un immigré extra-européen qui arrive en France, moi je m'entraîne et je m'entraînais surtout avant avec beaucoup de gens extra-européens. Oui, effectivement, dans la vie de tous les jours, c'était des gens qui étaient encore plus identitaires que moi, plus religieux que moi, qui avaient tout dans la tradition, on va dire. C'était des gens qui étaient d'une autre civilisation, donc une tradition différente, mais c'était surtout pas des wokistes ou des progressistes. Mais par contre, par intérêt, en fait, tout simplement ethnique, communautaire, religieux, ils votent à l'extrême gauche. Voilà, tout simplement, pour une grande majorité d'entre eux, ils votent LFistes, et donc du coup, ça fait, et macronistes pour certains, ça fait une vraie nouvelle masse de gens qui vont voter pour eux, et c'est pour ça qu'ils le font venir. Comment t'expliques justement que c'est pas ce que tu décris qui, pour certains et pour beaucoup, votent LFI? Parce que c'est vrai, quand on regarde des manifs LFI, il faut être honnête, il y a beaucoup de white, des petits. Mais d'ailleurs, en fait, dans moi, ce que je dis, c'est souvent en fait des. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'extra-européens qui n'aiment pas du tout ce que je dis, mais généralement, les critiques que j'ai les plus virulentes, c'est fait par des blancs, on va dire la vérité, qui sont de gauche, par des Français de souche qui sont à gauche. Moi, en fait, tout simplement, ce que j'ai envie de dire à ces gens, c'est que ça. Pour reprendre le sujet de tout à l'heure, ça n'enlève pas le fait qu'ils sont toujours français de souche. Mais bien sûr que je suis en désaccord avec eux, je suis en désaccord avec leur néo-communisme, et je suis très content d'entendre Magid dire tout ça. En réalité, avec Magid, on est d'accord avec quasiment tout, tu vois. Et je pense même sur les Français de souche. Mais c'est pour ça que je trouve que ça a trop duré en longueur, en fait, le débat d'avant. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant de parler de ce qu'on parle actuellement, c'est-à-dire le grand remplacement, l'immigration, le fait que nos femmes et nos enfants se fassent violer de manière totalement libre, en France sans aucune punition, parce qu'il faut le dire, il n'y a aucune punition. Moi, j'ai été gendarme, donc je sais un peu, réserviste en gendarmerie, donc je sais de quoi je parle. J'ai accompagné des gens, j'ai fait des transferts de prisonniers, etc. Donc j'ai bien vu les peines dérisoires qui étaient données. Donc, en fait, il y a des sujets extrêmement plus importants que de parler, 40 ans de ce que c'est un Français de souche. Tout le monde sait ce que c'est un Français de souche.
Le reste, c'est du blabla pour rien sur des plateaux télé. Parler des lois folles, par exemple, qu'il y a en France, moi, ça me désole. Je comprends que vaut mieux parler de ça, en fait. Tu vois. Bien sûr, moi, par exemple, je me dis qu'un des éléments qui pourrait faire une guerre civile, ce que je ne souhaite pas, c'est déjà le désengagement. Je pense qu'on est tout près de la guerre civile ? Alors, je pense que si on prend des symptômes de guerre civile, par exemple le fait qu'un État, une police, une justice ait de moins en moins la main sur le territoire, qu'on est sur un même territoire, un peuple qui est divisé contre lui-même ou deux peuples les uns contre les autres, ou même une paupérisation de ce peuple qui peut aboutir à une révolte, c'est un symptôme de guerre civile. Mais je considère également que, par exemple, vivre sous des lois complètement folles, moi ça me rend complètement dingue. Je dis souvent, par exemple, que pour la question de c'est quoi la loi complètement folle ? Alors, je vais te donner un exemple. Par exemple, sur la question de la criminalité, moi, je dis souvent que la France, en fait, a les désavantages du tiers-monde sans les avantages, entre guillemets, pour les quelques avantages qui y est. Je vous explique, par exemple, dans le tiers-monde, dans le pire tiers-monde, il n'y a pas de police. Mais en contrepartie, les gens ont le droit de se défendre eux-mêmes. Et si jamais tu attrapes un criminel, la justice est sévère contre eux. En France, la France, effectivement, c'est un État de droit occidental qui considère qu'il n'y a pas d'autodéfense. Mais en contrepartie... Qui l'interdit. Oui, qui l'interdit. Mais en contrepartie, les policiers peuvent rien faire. Il y a un extrême laxisme et procédurialisme judiciaire. Le laxisme judiciaire, par exemple, c'est c'est à la fois, par exemple, qu'on libère pour la 50e, 60e fois des criminels. Moi, au bout de 2-3 fois, un criminel violent multirécidiviste, je le mettrai en prison à vie, plus jamais il ressortirait. Et en parallèle de ça, on peut même porter plainte contre un citoyen parce qu'il a retenu son cambrioleur pour le livrer aux flics. Et en fait, on porte plainte contre lui pour séquestration. Et il est condamné. On voit bien aussi les logements qui sont occupés voilà, de façon... Ou alors, il y a un squatter. Le squatter peut porter plainte contre toi parce que tu n'as pas le droit de le virer de ton logement. Et pour ce qui est du procédurialisme, c'est littéralement insupportable. C'est par exemple, il y a un criminel, il a été confondu, il est coupable, mais il a manqué une signature sur les 50 000 feuilles qui n'étaient pas à la bonne date, on le libère. Ou alors le juge, par exemple, dit « je vire le squatter », il signe l'ordre d'expulsion, mais le préfet... Il refuse, il n'a pas à en justifier devant le peuple français et du coup le gars n'est pas expulsé. Tout ça nous rend complètement dingue en fait. On se dit, on est dans un pays où les valeurs sont complètement inversées. Allez, on arrive à la fin de l'émission. Karen, sur le sujet de la guerre civile, j'ai arrêté d'y croire très très tôt, à 20 ans, quand j'ai lu Le Camp des Saints de Jean Raspail. Un livre que je conseille absolument à tout le monde. Dans ce livre qui date de 1973, donc je ne divulgage pas en parlant un petit peu, il y a 1 million d'immigrés qui arrivent, des coprophages d'Inde, et qui viennent s'installer en France. 1 million d'immigrés, c'est ce qu'on reçoit en moyenne tous les 2 ans en France maintenant. À l'époque, en 73, 1 million, c'était déjà le bout du monde. Et dans ce livre, très intéressant, de paix à son âme, Jean Raspail, on voit que le gouvernement français, à la toute fin du livre, décide de prendre parti pour les envahisseurs et fait bombarder le dernier village de Français. Donc, pour une guerre civile, il faut 2 camps. Il n'y a pas de camp aujourd'hui, il n'y a qu'un camp. Et c'est que le camp des nouveaux arrivants qui est prêt à se battre. Les Français ne sont pas du tout prêts à se battre. Et si jamais ils étaient prêts certains, parce qu'ils ont été anesthésiés. Ils ont été... Non, mais il y a des poissons qui volent. Mais tout le monde n'est pas Hugo. Il y a des exceptions, mais tout le monde ne peut pas le faire. Les Français ont été anesthésiés. Et si jamais ils se réveillaient... Moi, je ne souhaite pas la guerre civile. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Je préférais une séparation en bons termes. Mais l'armée française et l'État français feraient tirer sur les Français. Et non pas sur les racailles. Les minorités ethniques se font toujours défoncer. Allez, on arrive à la conclusion. C'est véridique. Les minorités ethniques se font toujours défoncer. Et je ne souhaite pas que les Français de souche, je pense Gaëlle, Alice et même Magid, je pense. Moi non. Je sais pas. D'après ce que tu as dit, non, mais j'espère que oui. Tu considères que les Français de souche aujourd'hui, ça devient une minorité ? C'est en voie en tout cas, vu qu'on ne fait pas d'enfants, on avorte et qu'on fait venir des gens d'un autre continent. Donc voilà, comme tu l'as dit, si on ne fait pas d'enfants, on peut difficilement. Voilà, donc du coup, ne cédez pas au nihilisme et faites des enfants, c'est ça le plus important. C'est la loi du nombre aussi. Voilà. Ça devrait faut le bombarder, ça. Être étonnant. Après, c'était Laurent Alexandre qui me disait ça aussi. Ah mon Dieu. Ouais.
On va peut-être pas relancer le débat sur Laurent Alexandre. En tout cas, écoute, merci beaucoup à tous de nous avoir évidemment suivis. Vous êtes toujours, je le disais, très nombreux. Et puis on ne doute pas que cette émission va encore faire beaucoup parler. Juste avant de se quitter, il y a une tradition aussi, tu la connais. Voilà, je vous demande au passage d'applaudir. On va bien sûr l'applaudir une nouvelle fois, mais on va surtout inscrire à l'antenne le site de notre dessinateur Ignace. Ça s'appelle designas.com. Voilà, donc avec ce portrait de Ignace, on peut l'applaudir. Je ne sais pas si on voit la caméra. À côté de... Non mais c'est à côté de toi, c'est pas mon portrait. Voilà. Et alors ça c'est pour la version portrait et ça c'est pour la version caricature. Voilà, on peut regarder. Non, c'est l'inverse. Ah bah zut. Ça veut dire que Très beau. moche. Je pense que tu ressembles plus à ça qu'à ça. Ça voulait dire que je trouvais que même la caricature était belle. Il se rattrape bien. Bon, merci Bon, en beaucoup. tout cas, Super, merci. bon, tu restes optimiste malgré tout, bah. Bien sûr, toujours jusqu'à la mort. Bon, tu vas quand même prendre un verre avec Bien sûr, avec Myriam plaisir. après. Avec Non, mais plaisir. moi, en plus, je suis d'accord sur plein de choses avec. C'est pour ça que je trouvais que c'était dommage Moi, qu'on c'est ait passé tant de temps. le terme de. J'ai du mal. Mais bon, voilà, après, je suis d'accord avec vous sur. Les appeler les Français originels, si tu veux. Ah ouais. Si c'est que le terme qui te choque. Et c'est ça qui est dommage, qu'on a passé énormément de temps sur ça, alors que, in Mais fine, c'est on est important d'accord parce quand même. que parce que ça dénigre une partie de la population et ça Moi, je pense pas. Non. Et ça exclut. Et moi, j'ai plutôt une volonté de rassembler. Voilà, c'est mon côté gaucho. Ce côté qui, judéo-chrétien. Ouais. Hein, voilà. Bon, et puis alors donc on va remercier beaucoup parce que c'était vraiment passionnant, vraiment. Merci beaucoup Magid. On rappelle donc cet ouvrage, on va le remettre à l'antenne bien sûr. Ex-musulman, le guide de survie aux éditions Libertaria. On encourage tout le monde à le lire. On va le mettre, je pense, aussi sur la boutique Franchement, ça va, de TVL. Merci beaucoup Alice Cordier qui rigole. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, elle rigole pas. Ça la fait rire, ça. Pour ce Ça la fait portrait. Bon, merci Garenne. On rappelle bien sûr toujours ce numéro qui est disponible en kiosque, dans toutes les bonnes librairies aussi, comme on dit. Puis c'est un MOOC, hein, c'est ça, c'est entre le... Non, alors nous c'est un journal, c'est un trimestriel et donc c'est vraiment en kiosque et sur le site internet de Frontières si vous le trouvez pas. Et dans puis votre celui-là est kiosque. particulièrement bien parce que j'y interviens. Voilà. Oui, là, Voilà, donc censure, la tentation totalitaire. Le prochain combat, c'est quand? C'est où? Avril, j'espère. Pas encore sûr, mais avril. Emmanuel Macron, t'as eu des nouvelles après le fuck Macron ou pas? Non, pas encore. J'espère ne pas en avoir, je l'avoue. Bon, eh ben écoute, on va se terminer là-dessus, comme on dit. On va remercier toute l'équipe de Bistro Liberté, avec bien sûr Raphaël à la réalisation. Ça se terminait bien, hein, pourtant. Raphaël à la réalisation. Au cadre, j'aimerais qu'on me dise, parce que je vois pas dans l'ombre, il y avait Charles, on applaudit bien fort Charles. Il y avait Toudoal, il est là, on l'applaudit bien fort, ainsi que Maxime. Au son, il y avait ce soir Édouard et Pierre, bien sûr. Et bien sûr, à la production et à TVL, il y avait Élix Blaise à la direction générale. Et à la production, Arnaud Soyer. On vous souhaite une très bonne soirée.